de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier webinaire consacré à l'effacement électrique. Donc, au cours de la journée, on a pas mal d'éléments à voir ensemble, à la fois pour présenter comment est-ce qu'on peut mettre en place de manière concrète l'effacement électrique, la manière, le contexte dans lequel ça s'inscrit. Et vous voyez que les messages au niveau grand public sont assez dynamiques. Et puis, vous présentez aussi un certain nombre d'outils, de retours d'expérience qui permettent déjà d'imager la dynamique d'effacement électrique. Un mot sur les deux organisateurs de ce webinaire-là, puisqu'effectivement, c'est un webinaire co-organisé à deux casquettes, à la fois avec la casquette de la T2E Île-de-France, dont j'assume la présidence avec un bureau extrêmement dynamique, et à la fois avec la casquette ACTE, donc notre programme pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des collectivités, porté par la FNCCR, Fédération des collectivités, et le programme FACT qu'on vous présentera au milieu de la présentation de ce webinaire du jour, permettra effectivement d'accompagner la quantification du gisement de ce potentiel d'effacement dans la collectivité et puis surtout leur mise en application pour passer à l'acte. C'est un petit peu la philosophie du programme ACTE. Aujourd'hui, en tour de table, on a donc un certain nombre d'acteurs qui vont s'exprimer. RTE, d'abord pour présenter le contexte, la présentation des besoins en nouvelle flexibilité à court et à long terme, puisqu'effectivement on raisonne sur cet hiver, l'hiver prochain. Mais il y a une dynamique qui est assez forte sur inscrire cette approche-là dans une approche globale long terme. Agrégio, évidemment, pour présenter des retours d'expérience d'effacement dans le tertiaire, ce qui peut être fait encore au-delà de cette dynamique-là pour généraliser des démarches qu'on est en train de travailler. Adam, évidemment, représentera la dynamique qu'on porte par FACT, à la fois sur l'appel à projet qui va bientôt sortir. Ce sera une des exclusivités d'aujourd'hui, mais on en parlera encore plus la semaine prochaine. On dira un mot après, j'imagine, sur le webinaire dédié. Et puis également sur les outils techniques qu'on développe pour aider les collectivités et les accompagnateurs de manière générale. Tous les outils du programme ACTE sont en libre accès pour quantifier ce potentiel d'effacement électrique. On continuera, côté effectivement du retour d'expérience d'effacement tertiaire, d'une plateforme de mise en relation de ceux qui ont des capacités d'effacement dans les collectivités, ceux qui peuvent les valoriser financièrement sur les marchés, avec la plateforme GoFlex. Et c'est notamment le Gimelec aux côtés de Siemens et de Schneider Electric qui nous présenteront ce qu'ils ont fait et le Gimelec sur la partie mise en relation avec le programme coporté côté ACTE, côté évidemment RTE, c'est un outil auquel on croit beaucoup. Et enfin, on terminera par l'IFPEB pour parler un petit peu de ce qui est mis en place actuellement dans le tertiaire, pas forcément public, mais pas très loin, puisqu'on verra qu'il y a aussi des liens à faire, notamment, on va parler de bureaux plus particulièrement, entre le public et le privé. Et ce sera la présentation du concours CubeFlex par Jean-Benoît, du coup, sur l'approche globale qu'on va avoir sur l'effacement électrique mise en pratique. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite introduction. Adam, je te laisse peut-être appeler les différents intervenants et passer la main. Tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, pour commencer, je vais demander à RTE, s'ils veulent bien, de présenter leur slide pour cette introduction et cette mise en contexte de l'effacement électrique aujourd'hui dans le contexte des besoins en nouvelle flexibilité du réseau. Donc, il me semble que c'est Louise Auriol qui est avec nous aujourd'hui, qui est conseillère du directeur Nouvelle Flexibilité et qui va nous faire cette présentation. Donc, Louise, je te cède la main. Merci. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfaitement, oui. Super. Parce que, du coup, on est en condition un peu dégradée parce que nos ordinateurs n'acceptent pas Zoom. Du coup, si ça ne te dérange pas de partager les slides, ça nous arrangerait. Oui, bien sûr. Je vais partager tout de suite. Merci. Super, merci. Alors du coup, je vais vous parler aujourd'hui un peu d'effacement, mais peut-être sous un angle, on va dire, un peu plus prospectif. Donc, on va parler un peu de besoins en flexibilité pour le système électrique, donc à court terme avec notamment cet hiver, et à plus long terme peut-être pour pour vous montrer un peu aussi ce qu'on anticipe aujourd'hui. Après, on parle de 2050, donc évidemment rien n'est acquis. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu peut-être quelques éléments de contexte sur comment on voit la flexibilité de la consommation, notamment des effacements de consommation à court et court et long terme plutôt, parce qu'on ne va pas faire le moyen terme. Donc, si tu veux bien aller en slide 3, on va peut-être commencer par un petit peu de définition.
des petits rappels, même si je pense que la plupart d'entre vous sont assez familiers de ce que c'est que l'effacement de consommation. Donc l'effacement de consommation, pour nous, c'est une forme de flexibilité. Ouais, donc, voilà, merci. Donc l'effacement de consommation, c'est une forme de flexibilité. On va commencer par s'intéresser un peu à ce qu'est la flexibilité. Donc la définition qu'on donne en général, hein, elle est assez large. C'est la capacité à moduler temporairement à la baisse ou à la hausse, que ce soit la consommation, la production ou même avec des actifs de stockage, puisque c'est une catégorie un peu à part. Et finalement, l'effacement de consommation, c'est une partie, c'est un pan, on va dire, de ces flexibilités. Et l'effacement de consommation, on le définit comme une action qui vise à baisser temporairement, donc sur une sollicitation, que ce soit un signal prix, par exemple, dans le cas d'un fournisseur, ou un ordre d'activation, notamment via un opérateur d'effacement, donc à baisser temporairement sa consommation sur un site de consommation par rapport à ce qu'on avait prévu de consommer. Voilà. Donc, vous avez la définition exacte qui est tirée de la loi, du code de l'énergie. Et donc, ce qui est important de distinguer, c'est qu'en fait, on va distinguer deux types d'effacement, ce qu'on appelle l'effacement implicite, finalement un effacement via le fournisseur d'électricité, via le fait d'avoir notamment des tarifs différents selon le moment auquel on consomme, et notamment ce qu'on appelle les offres à pointe mobile ou les effacements, les offres indissociables de la fourniture, les effacements indissociables de la fourniture, pardon, où en fait on va avoir certaines journées où le fournisseur va nous solliciter en nous disant attention, si vous consommez, ce sera beaucoup plus cher. Et donc, en consommant moins, en s'effaçant, du coup, on peut faire des économies de facture puisque les autres jours, les autres périodes de l'année, finalement, le tarif va être un peu moins cher que quand on n'a pas souscrit à ce type d'offre. Et ensuite, on a l'effacement qu'on appelle explicite, où finalement, les blocs d'effacement vont être valorisés sur différents marchés par un opérateur d'effacement. Et donc voilà, on va vendre sur les marchés et tirer un revenu de cette valorisation. Donc voilà pour un peu des éléments de définition. Donc si on passe aux besoins, aux besoins de flexibilité, donc à court terme, je pense que ça n'a échappé à personne. Donc slide suivante. Je te laisse défiler jusqu'au bout, ça sera plus simple. Voilà, parfait, merci. Vu que je n'ai pas la main. Donc, on est évidemment dans un contexte un peu particulier cet hiver, puisque tout le monde le sait maintenant. Donc on a mis le système électrique français sous vigilance renforcée du fait de plusieurs facteurs. Donc, la continuité d'approvisionnement en gaz, donc en provenance de la Russie, qui fait peser un risque sur le système électrique, notamment chez les pays voisins qui sont assez dépendants du gaz dans la production électrique. Donc, finalement, ça menace un peu le fait qu'on pourra importer comme d'habitude, notamment en période de pointe. Le facteur le plus, on va dire, le plus dimensionnant pour le contexte français, donc c'est de la disponibilité effective du parc nucléaire. Donc du fait d'opérations de maintenance qui ont été retardées du fait du Covid, mais aussi de maintenance liée au phénomène de corrosion sous contrainte détecté l'année dernière sur certains réacteurs, donc une faible disponibilité du parc. Je vous ai mis à droite la courbe qui est tirée de notre bilan, de notre analyse du passage de l'hiver et de la dernière réactualisation qui a eu lieu il y a quelques semaines, donc environ mi-novembre, pour vous montrer que en termes de disponibilité nucléaire, on est très 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 en dessous de l'historique, de la normale. Et par rapport même à la vision qu'on avait en septembre, donc on a notre vision centrale là, qui était la courbe rose, là on est passé encore en dessous là, du fait des dernières nouvelles qu'on a eues en novembre. Ensuite, côté hydraulique, c'est pas non plus la panacée, mais on revient dans des plages de disponibilité plus acceptables. Mais pareil, on n'était pas non plus dans de grandes années hydrauliques, puisque dû à la sécheresse notamment exceptionnelle de cet été. Et en lien avec le premier facteur, mais j'en ai déjà parlé, mais le fait qu'on soit un peu short en gaz au niveau européen fait qu'on ne sait pas très bien comment les marchés européens de l'électricité vont se comporter sous tension. Donc de fait, comme on a très peu de leviers finalement sur lesquels agir au niveau de la production, le premier levier sur lequel il va falloir agir pour cet hiver, si on veut pouvoir assurer à tout moment l'équilibre offre-demande, ça va être sur la consommation. Notre message côté RTE, c'est que même si on envisage, on
prévoit qu'il y a des risques de coupure pour cet hiver, ces coupures sont évitables si on maîtrise la consommation et qu'on arrive à la baisser. Slide suivante. Donc, en fait, on peut caractériser un peu les périodes les plus à risque pour le système électrique. Donc, vous voyez, on vous a reproduit la forme, même si c'est pas, je pourrais représenter peut-être plus tard la slide avec le découpage par secteur, mais globalement, une courbe de consommation en hiver, elle a cette forme-là. On constate qu'on a deux pointes de consommation dans la journée, une le matin, un plateau, donc entre 8h et 13h, et une pointe le soir entre 18h et 20h. Finalement, pour baisser la consommation et agir, on a plusieurs façons de le faire. Donc, ce qu'on met dans le plan de sobriété, c'est finalement 2 types d'actions. C'est consommer moins, ce qu'on voit sur la courbe à gauche. Donc, on baisse durablement sa consommation via des actions d'efficacité énergétique, par exemple passer au LED, ou en changeant ses comportements, par exemple en chauffant un petit peu moins que d'habitude. Donc que ce soit dans le résidentiel, dans les bâtiments tertiaires ou de collectivité, bureaux, commerce. On peut aussi essayer de lisser ces pointes de consommation en consommant régulièrement au meilleur moment. Donc ça peut se faire aussi un peu tous les jours via des offres, par exemple via des offres tarifaires de type heure pleine heure creuse, mais aussi au bon moment pour le système via les offres de fourniture à pointe mobile dont je parlais tout à l'heure, donc via de l'effacement de consommation et de l'effacement de consommation aussi explicite au sens plus large. Et quand on est vraiment tendu, donc là, c'est le rôle, on va dire, c'est un des rôles du signal EcoWatt, c'est du coup d'alerter sur les périodes les plus tendues et inciter, donc là, plutôt sur, on va dire, un aspect volontaire, sur faire des gestes pour encore baisser sa consommation et éviter donc à tout prix le délestage. Les coupures ciblées, c'est ça qu'on met derrière le mot délestage. Slide suivante, s'il te plaît. Donc ça, c'était pour le contexte pour cet hiver. Donc à plus long terme aussi, donc RTE a fait dans le cadre du rapport qui est sorti l'année dernière, Futur énergétique 2050, un exercice de prospective assez important sur finalement différents types de scénarios pour 2050. Et ce qu'on peut retirer de ce rapport, c'est que finalement, les besoins de flexibilité pour le système électrique, dans tous les scénarios qu'on a pu étudier, vont augmenter, alors dans des proportions différentes en fonction du scénario de mix qui est retenu. Finalement, dans les scénarios où on relance le nucléaire, on a plus de nucléaire, on a des besoins en flexibilité qui augmentent quand même, on va jusqu'à de l'ordre de presque 30 gigawatts en 2050, mais dans une moindre mesure par rapport au scénario, ou notamment au scénario avec le plus de renouvelables, où là, par rapport à cette valeur-là, on fait plus que doubler le besoin de flexibilité. Donc ces besoins, ils augmentent sous l'effet de plusieurs effets. Donc d'abord l'augmentation de la consommation d'électricité, puisque en fait le sous-jacent de ce rapport, c'était donc l'atteinte de la neutralité carbone. Et donc pour ça, il y a pas mal d'usages qui doivent s'électrifier, notamment la mobilité, mais pas que. Et donc, le besoin de flexibilité qui augmente donc, sous l'effet de cette augmentation de la consommation, le fait qu'on a moins de capacités pilotables, et ça, c'est notamment vrai dans les scénarios avec le plus de renouvelables qu'on voit dans le haut là, de la courbe à droite, et l'augmentation des besoins de réserve du fait qu'il faut arriver à gérer la variabilité de la production. Jusqu'en 2030, ces besoins peuvent être couverts par le développement des interconnexions et par la flexibilité de la consommation. Donc, c'est un point important quand même à garder en tête, c'est que dès aujourd'hui, quand même, on a des besoins et qu'on estime que la flexibilité de la consommation peut être le levier, un des leviers majeurs pour ça. Et à partir de 2040, on voit qu'on a des besoins qui sont beaucoup plus massifs, donc comme je le disais, notamment dans des scénarios sans nucléaire, et en particulier dans les scénarios avec beaucoup de production solaire, puisqu'il faut arriver à lisser un peu plus la production, puisque le profil de production de photovoltaïque est très particulier avec la cloche qu'on a entre midi et 16h l'après-midi. Une fois qu'on a dit ça, donc on dit qu'on a des besoins en capacité de flexibilité, mais finalement, ça ne dit pas forcément ce qu'on cherche. Or, c'est important d'avoir aussi en tête que un besoin de flexibilité, finalement, il faut le caractériser pas uniquement en puissance, mais également en énergie. Donc ça, c'est l'objet de la slide suivante. Merci. Et donc, en fait, c'est là qu'on voit que finalement, toutes les flexibilités ne sont pas équivalentes.
Et finalement, on peut distinguer nos besoins de flexibilité selon différents horizons temporels, donc des besoins de modulation à l'intérieur de la journée, à l'intérieur de la semaine, à l'intérieur entre les saisons et même d'une année sur l'autre, puisqu'on n'a pas forcément le même productible d'une année sur l'autre, notamment sur l'éolien. Les solutions de flexibilité qu'on a, donc nous, on les catégorise, donc on a les interconnexions, on a tout le pan des flexibilités de consommation, donc les effacements, le pilotage de la recharge des véhicules électriques, de l'eau chaude sanitaire, la flexibilité des électrolyseurs. Et ensuite, on a tout le volet stockage et production dans lequel on peut retrouver les batteries, les steps, les réservoirs hydrauliques et les capacités thermiques décarbonées, donc qui fonctionneraient notamment avec du gaz vert, par exemple, fait à partir d'hydrogène, qu'on aurait fait à partir d'électricité. Donc, ces différentes typologies donc, de flexibilité, on voit qu'elles ne permettent pas d'agir sur les mêmes horizons temporels. Et finalement, plus les besoins en énergie sont grands, moins finalement on a de flexibilité qui peut répondre à ces besoins, donc notamment sur des besoins intersaisonniers, interannuels. Quand on reste sur de l'infrajournalier ou de l'intra-hebdomadaire, là on voit que finalement toutes les solutions sont capables de répondre à ces besoins. Et donc finalement la place que chaque solution aura dépendra finalement aussi de sa compétitivité. Mais voilà. Mais le message surtout, c'est de bien avoir en tête qu'une flexibilité, finalement, quand on parle de flexibilité, on a différents leviers qui peuvent permettre d'y répondre et que tous ces leviers ne sont pas équivalents, sont plutôt complémentaires et l'idée, c'est d'arriver à affecter le bon levier pour le bon besoin. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc, dans ce panel de flexibilité, donc la flexibilité de la demande, pour nous, c'est une option qui est particulièrement prometteuse. Ça fait partie, selon nous, des leviers les plus compétitifs. Cependant, ce qu'il faut avoir en tête et ce qui est difficile avec ce type de flexibilité, c'est que son développement n'est pas uniquement basé sur des facteurs économiques. Il y a aussi des facteurs sociétaux qui sont à prendre en compte. Donc, par exemple, mais je pense que vous le savez déjà, un effacement, ça peut avoir un impact sur le confort perçu et même à la représentation qu'on peut se faire de son mode de vie. Donc, sociétalement, ce n'est pas forcément toujours acceptable pour un consommateur donné de s'effacer. Il faut aussi le rendre accessible et simple dans sa mise en œuvre. S'il faut être chez soi, aller appuyer sur 1000 boutons chez soi ou dans un bâtiment, pour appuyer sur 1000 boutons, le faire de façon manuelle, ça ne va pas faciliter non plus la mise en œuvre de l'effacement et ça peut être aussi un facteur de découragement. Et donc, il est important finalement qu'il y ait un bon accompagnement de la part des opérateurs et aussi des pouvoirs publics. Et qu'il y ait aussi une relation de confiance qui puisse s'établir entre le site de consommation et l'opérateur, que ce soit le fournisseur ou l'opérateur d'effacement, qui va finalement valoriser, demander et mettre en œuvre ces effacements. Le développement des flexibilités de consommation, mais ça je l'ai un peu dit, ça influe directement sur la place des autres flexibilités, puisqu'on voit que sur les flexibilités dites courtes, il y a pas mal de concurrence. Et enfin, dernier point, selon nous, le développement de l'autoconsommation photovoltaïque facilitera aussi le développement de la flexibilité des usages dans le résidentiel, mais aussi dans le secteur tertiaire d'ailleurs. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Non, je ne vois pas encore. Ouais. Alors, une fois que j'ai dit ça, finalement, comment est-ce qu'on valorise l'effacement? Donc, on a deux façons. Donc, ça, je l'ai dit en introduction dans la définition de valoriser l'effacement. Donc, l'effacement implicite via une offre de fourniture dite à pointe mobile ou effacement indissociable de la fourniture. Donc, c'est notamment ce qu'on peut avoir quand on souscrit une offre EJP ou Tempo, mais ça, c'est plutôt pour des résidentiels. RTE pousse beaucoup aujourd'hui, notamment auprès des pouvoirs publics, sur la relance de ce type d'offres de fourniture et que ce ne soit pas uniquement à destination des résidentiels, mais aussi des entreprises et des collectivités. Et donc voilà, le principe, c'est qu'en s'effaçant, je l'ai déjà dit en introduction, en s'effaçant sur les périodes de pointe mobile, on peut faire une économie globale de facture puisque on a un tarif qui est un peu moins élevé sur les autres périodes de l'année. Quand on veut valoriser l'effacement de façon explicite, donc là, on va le valoriser directement sur des marchés.
donc que ce soit à des marchés de gros ou sur les mécanismes d'équilibrage. Là, ce qui va être important, c'est de connaître ses caractéristiques techniques, donc le délai de mobilisation, c'est-à-dire le préavis dont on a besoin pour s'effacer, et le temps, la durée pendant laquelle on est capable, on consent à s'effacer, donc le minimum et le maximum. Voilà. Et à partir de ces paramètres, finalement, l'opérateur qui va valoriser ces effacements, il va aller choisir le mécanisme le plus approprié. Nous, de base, on considère que ce qui est le plus simple, finalement, c'est de s'effacer et de se vendre sur les marchés de gros de l'énergie, en déclarant ces effacements via un dispositif qu'on appelle NEBEF. Ensuite, quand on est capable de se mobiliser sur des préavis très courts, c'est pas mal. On peut participer au mécanisme d'ajustement, donc avec des préavis de type 15 minutes à 2 heures. Mais après, on n'a jamais l'assurance. Là, on se fait appeler sur ordre de RTE. Le site n'aura pas forcément à s'effacer, sauf si RTE active l'offre. Et on peut aussi se valoriser donc, sur des services, les services système fréquence, donc des services d'équilibrage un peu particuliers, des réserves automatiques. Mais là, il faut être particulièrement réactif et flexible. Donc, c'est peut-être plus adapté pour des gros sites industriels que sur de la que sur du tertiaire, sur des collectivités ou des entreprises. Les effacements, ils ont aussi une valeur capacitaire, donc on peut se valoriser notamment sur le mécanisme de capacité, donc ce qui veut dire qu'on s'engage à être disponible pour s'effacer certaines périodes de l'année, donc ce qu'on appelle les jours PP2. Et on peut aussi participer dans le cadre des mécanismes d'équilibrage, donc aux mécanismes dans lesquels en fait on va réserver un service et donc qui apporte une rémunération aussi à la capacité. Dernier point, donc c'est que l'effacement, donc c'est un des grands pans de la PPE, de la transition énergétique de façon plus large. Et donc, l'État a mis en place un mécanisme de soutien pour soutenir le développement des effacements qu'on appelle verts, c'est-à-dire ceux pour lesquels on n'a pas à mobiliser, par exemple, des groupes électrogènes qui émettent du CO2. Et dans le cadre de ces appels d'offres, donc on apporte un soutien complémentaire à la valorisation qu'on peut tirer, notamment sur le mécanisme de capacité. Historiquement, ces appels d'offres effacement s'adressaient plutôt à de l'effacement explicite, mais on est en train donc on a essayé de faire un pilote de soutien à l'effacement implicite. Et dans le prochain régime de soutien, on va essayer de soutenir de façon indifférenciée ces deux types d'effacement. Si on zoome un petit peu sur donc slide suivante sur le tertiaire. Donc, ce qu'on veut vous montrer par là, c'est que le secteur tertiaire au sens large, mais dans lequel sont inclus les collectivités, c'est quand même un pan assez important de la contribution à la consommation, notamment à jour d'hiver. Donc, effectivement, l'essentiel, on le voit, c'est le bleu clair, ça reste le chauffage résidentiel. Mais la contribution du tertiaire n'est pas du tout à négliger, que ce soit notamment sur le chauffage, mais aussi sur d'autres usages. Ce qu'on observe, c'est que c'est finalement un pan qui a été très peu développé dans les effacements aujourd'hui. On a beaucoup d'effacements sur l'industrie et aussi un peu sur le résidentiel, mais finalement pas encore trop sur le tertiaire. Et donc, dans le cadre notamment de nos travaux pour cet hiver, nous, vraiment, ce qu'on cherche, c'est un peu à essayer de déverrouiller les freins tout ce qui peut freiner le développement de l'effacement dans ce type de bâtiment. Slide suivante, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai que c'était animé. Alors, quelle baisse est-ce qu'on peut espérer atteindre dans les bâtiments tertiaires? Alors, il ne faut pas prendre ces chiffres pour argent comptant, hein. C'est on va dire des grosses moyennes, mais ça nous semble quand même important et peut-être assez motivant de montrer qu'il y a quand même de quoi faire. On les affinera au fur et à mesure qu'on aura pu avoir plus de données et puis avec les différentes expérimentations qui sont en cours. Mais globalement, on se dit qu'il est réaliste d'atteindre 10 watts par mètre carré en moyenne. Bon, après, si on va être plus précis, on peut différencier selon si on a du chauffage électrique ou pas de chauffage électrique. Donc, sans chauffage électrique, c'est plutôt 5 watts par mètre carré et avec du chauffage électrique, plutôt 20 watts par mètre carré. On a après, c'est encore une fois à la très grosse louche une estimation du gisement.
Et on voit qu'en se concentrant sur les bâtiments les plus gros, donc plus de 5000 m², on pourrait atteindre 1 gigawatt de baisse sur les bâtiments avec chauffage électrique et 0,5 pour ceux qui sont sans chauffage électrique, ce qui pour nous est quand même déjà très important. Donc, on complétera toutes nos analyses avec les données qu'on pourra avoir, notamment grâce au concours Cube, mais on en parlera juste après. Voilà, je pense que ça suffit parce que je vais bientôt excéder mon temps sinon. Et donc, pour finir cette présentation, donc dernière slide. Mais ça vous sera détaillé plus tard dans le webinaire de ce matin. Mais voilà, juste pour dire que pour stimuler le développement de la flexibilité de la demande sur les parcs de bâtiments tertiaires, notamment publics, donc il y a 2 outils sur lesquels on travaille en partenariat avec plein de gens très bien. Donc la plateforme GoFlex, qui vous sera présentée tout à l'heure, et que RTE parraine, et le concours CubeFlex, qui vous sera également présenté après. Bon, donc je vais pas trop en dire sur le sujet et je laisserai les collègues en parler tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur un peu de prospective sur les besoins de flexibilité. Donc, n'hésitez pas après s'il y a des questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Et effectivement, n'hésitez pas, on a 3 minutes pour prendre des questions spécifiquement sur cette présentation de RTE avant de passer à celle d'Agrégio. Et je le rappelle, du coup, à la fin, si on arrive à tenir nos délais, il y aura 15 petites minutes pour poser des questions à tous les intervenants si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question. Donc, si quelqu'un a une question, c'est le moment. Et si on n'a aucune question, je vais inviter Agrégio à faire la seconde présentation, du coup plutôt axée secteur privé, opérateur et agrégateur d'effacement. Et c'est Lauriane Flachet qui est avec nous aujourd'hui, qui est Business Development Manager, qui va vous présenter leur retour d'expérience et leurs perspectives sur l'évolution de l'effacement, notamment dans le secteur tertiaire. Donc, je vous laisse la main si vous êtes là. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est parfait, oui. Super. Et est-ce que, Adam, je peux te demander également de partager mes slides parce que je suis sur un PC perso. Oui, parce que bien pareil, sûr. mon PC Agrégio n'accepte pas Zoom. Je partage tout de suite. Super. Donc, peut-être pour en profiter pour introduire l'objet de ma présentation. Donc, déjà, Lauriane Flachet, effectivement, je suis Business Development Manager chez Agrégio, notamment sur la partie flexibilité. Et l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est effectivement de vous donner le point de vue d'un opérateur d'effacement, donc en l'occurrence Agrégio, de faire quelques rappels, mais Louise l'a très bien fait, sur ce qu'est un effacement, comment on peut valoriser des effacements, comment on les opère côté opérateur d'effacement, et puis vous présenter un peu plus en détail le type d'offre qu'on peut proposer à des acteurs industriels et tertiaires, et effectivement en profiter également pour partager avec vous un retour d'expérience sur les effacements qu'on opère dans le secteur tertiaire sur quelques clients. Et enfin, également en guise de conclusion, partager les perspectives vues d'Agrégio, les perspectives et les enjeux liés au nouveau gisement de flexibilité. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais en profiter pour présenter rapidement Agrégio. Donc, Agrégio, c'est une filiale à 100% du groupe EDF. On est aussi l'un des agrégateurs leaders sur le marché français. Et en fait, on accompagne nos clients sur leurs enjeux énergétiques au travers de 2 grands cœurs de métier. Le premier cœur de métier, c'est ce qu'on appelle l'agrégation de production d'énergie renouvelable. Donc, à ce titre-là, en fait, on travaille plus particulièrement avec des producteurs d'énergie renouvelable qui sont des exploitants de parcs solaires ou éoliens. Et on les aide à sécuriser et à valoriser leur production sur les marchés. Et puis surtout, ce qui peut vous intéresser du point de vue consommateur, c'est aussi qu'on met en relation nos clients producteurs avec nos clients grands consommateurs tertiaires ou industriels pour sécuriser de l'approvisionnement en électricité renouvelable à long terme
via ce qu'on appelle des corporate PPA. Donc ça, c'est notre premier cœur de métier. Et le second, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la valorisation de la flexibilité. Et donc là, on accompagne donc plus particulièrement des acteurs industriels et tertiaires pour en fait identifier, quantifier et surtout valoriser leur capacité d'effacement. Et on valorise aussi les actifs de stockage qui peuvent contribuer aussi à ces services de flexibilité. Donc, on a aussi des clients industriels ou tertiaires qui peuvent avoir des actifs de stockage et on les aide à les opérer et à les valoriser sur les marchés de l'énergie. Donc, voilà. Donc, ce qui nous intéressera plus particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment la partie flexibilité. Donc, si c'est possible, on peut passer à la slide suivante. Alors, la slide suivante, je vais la faire assez rapide puisque dans l'introduction de RTE, donc faite par Louise, on en a déjà un petit peu parlé. Mais effectivement, donc, sur le principe, un effacement, tout simplement, c'est le fait de réduire sa consommation d'électricité pendant une certaine période de temps. Cette période de temps étant définie par une durée, par un délai de préavis et par un délai de préavis. Il y a deux grandes manières de s'effacer. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'interruption ou la modulation de processus. Donc, c'est le fait de diminuer l'électricité qui est soutirée du réseau en arrêtant tout ou partie de ses processus de production ou de ses usages. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les interruptions de processus. Et la deuxième manière de s'effacer, c'est en faisant ce qu'on pourrait appeler de la substitution. C'est-à-dire qu'on va on va diminuer ce qu'on soutire du réseau en basculant sur un groupe de production électrique qui est sur site. Les groupes de production électrique, ça peut être notamment des groupes électrogènes qu'on retrouve pas mal dans certains secteurs d'activité. Et donc là, c'est vraiment, on soutire moins d'électricité du réseau, ou carrément, on ne soutire plus d'électricité du réseau, mais on continue à produire ou à avoir les mêmes usages en basculant sur un groupe de production qui est sur site. Et la dernière question donc, qui est fondamentale dans un effacement, c'est comment on le mesure. Et donc, pour ça, vous voyez le petit schéma là, qui est en haut à droite, avec la courbe en orange qui représente ce que vous consommez en temps réel. Donc, c'est vraiment la puissance que vous soutirez du réseau. On a modélisé une période d'effacement. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de modéliser ce qu'on appelle la puissance de référence. Cette puissance de référence, ça modélise ce que vous auriez consommé si vous ne vous étiez pas effacé. Et donc, pour la calculer, cette puissance de référence, il existe un certain nombre de méthodes qui sont certifiées par RTE. Certaines se basent sur votre historique récent de consommation, d'autres peuvent fonctionner par prévision. Il y a un panel de plusieurs méthodes qui existent. On choisit généralement la méthode qui est la plus adaptée à nos clients. Et donc, tout simplement, finalement, pour mesurer un effacement, on fait le delta entre la puissance de référence qu'on modélise via l'une de ces méthodes et la puissance qui aura été consommée en temps réel le jour J. Et le delta entre les deux, donc l'air entre les deux courbes, représente le volume d'énergie effacée. Donc, voilà pour le petit rappel rapide sur le principe d'un effacement. On peut passer à la slide suivante. Donc, la slide suivante, c'est sur comment on valorise un effacement. Donc, de même, ça a déjà été un peu abordé dans la présentation précédente, notamment sur le fait qu'il y a deux valeurs à un effacement. Il y a la valeur capacitaire, donc qui est vraiment en fait la puissance effaçable qu'on peut apporter au réseau. Et il y a la valeur en énergie, c'est lorsqu'on s'efface, c'est l'énergie finalement qu'on va réellement effacer un jour d'activation. Et donc là, ce que je vous présente sur cette slide, c'est plutôt sur la première valeur, la valeur capacitaire. En fait, les acteurs qui ont des capacités d'effacement peuvent valoriser leur puissance effaçable au travers de plusieurs mécanismes. Ces mécanismes ils se distinguent notamment par leur proximité au temps réel. Donc, on va retrouver des mécanismes, notamment ceux qu'on appelle des réserves, la réserve primaire, secondaire et tertiaire, qui sont des mécanismes relativement proches du temps réel, avec des délais d'activation qui peuvent aller de 30 secondes à 13 à 30 minutes. Donc là, on est vraiment très proche du temps réel. C'est des mécanismes sur lesquels on valorise généralement nos clients qui sont sur ces mécanismes sont plutôt des industriels et notamment des industriels assez énergo-intensifs qui ont des process assez spécifiques qui sont en capacité d'être modulés très rapidement.
Et bien entendu, ce type d'effacement se fait toujours avec de l'instrumentation. Il n'y a pas d'activation manuelle, c'est vraiment, il y a un signal de fréquence qui est envoyé, il y a un boîtier, et il y a un boîtier qui permet en fait d'adapter en temps réel le process de nos clients. Donc ça, c'est vraiment des mécanismes un peu plus pour nos gros clients avertis et rompus au mécanisme de l'effacement. Et ensuite, sur notre gauche, on a des mécanismes qui sont avec un préavis ou un délai de prévenance de la veille pour le lendemain. Et notamment, donc, on a le mécanisme de capacité et l'appel d'offres effacement. Et donc, en fait, nous, nos clients qui ont des capacités d'effacement, quel que soit le type d'effacement, donc que ce soit de l'interruption de processus ou de l'effacement par substitution, notamment, par exemple, par groupe électrogène, dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est qu'on peut valoriser leur capacité au travers du mécanisme de capacité. Et en complément, pour nos clients qui ont de l'effacement qui n'est pas par groupe électrogène, donc notamment les effacements par interruption de processus, qu'on peut qualifier d'effacement vert, ces clients-là, on peut leur apporter justement le complément de rémunération qui est accessible via l'appel d'offres effacement. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que selon en fait, nos clients, leur processus de production ou leurs usages, en fonction de leurs contraintes techniques, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de voir comment on peut opérer leurs effacements, comment on peut les optimiser et comment on peut maximiser la valorisation de leur capacité d'effacement au travers de ces différents mécanismes. Et donc, on peut passer à la slide suivante, qui fait une belle transition parce que justement, là, c'est une présentation assez macro de notre gamme d'offres, côté Agrégio et en partenariat notamment sur certaines offres avec EDF. Et donc, on a un certain nombre d'offres d'effacement qui permettent de valoriser donc, la flexibilité de nos clients. Et en fait, ces offres, elles s'appuient sur un ou plusieurs des mécanismes que j'ai représentés donc, juste précédemment. Et donc, on a notamment une offre principale qu'on appelle notre offre engagement de capacité, qui est une offre qui s'appuie justement sur les deux mécanismes présentés juste avant, qui sont le mécanisme de capacité et l'appel d'offres effacement. Et donc, ça, c'est une offre qu'on propose à la grande majorité de nos clients, qui soient industriels ou tertiaires, et qu'ils fassent de l'interruption de processus ou de la substitution par groupe électrogène. Et en fait, c'est une offre qui va permettre donc, de valoriser leur capacité sur le mécanisme de capacité et potentiellement aussi sur l'appel d'offres effacement. Et donc, la contrepartie qu'il leur est demandée dans le cadre de cette offre, c'est d'être disponible sur la période hivernale, donc plus précisément de janvier à mars et de novembre à décembre, qui correspondent en fait, à la période hivernale dans le cadre du mécanisme de capacité. Et on peut activer leur capacité d'effacement sur cette période hivernale lors des jours PP2, qui sont les jours de tension du système électrique. Donc, ces jours PP2, il peut y en avoir au maximum jusqu'à 25 jours par an. Et en contrepartie, donc, quelle est la rémunération qui est offerte à nos clients au travers de cette offre? En fait, cette rémunération, elle est double. Il y a premièrement la valeur capacitaire qui s'exprime au travers d'une prime fixe. Cette prime fixe est en euros du kilowatt et en euros par rapport au kilowatt qui représente la capacité d'effacement de nos acteurs. Et donc, cette prime fixe, elle est vraiment là pour rémunérer l'assurance que donnent nos clients au réseau d'être disponibles quand il y aura des besoins, notamment lors des jours PP2. Et la deuxième prime, c'est une prime variable qui, elle, est activée et déclenchée lorsqu'il y a un effacement et qui est là, qui a vocation en fait à couvrir les coûts d'activation des acteurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont s'effacer, les acteurs, ça peut leur induire des coûts. Ça peut être des coûts, par exemple pour les groupes électrogènes, ça peut être le coût du fuel. Ça peut aussi être des coûts organisationnels ou des coûts RH. Et donc, l'idée, c'est au travers de cette prime variable de couvrir ces coûts d'activation pour que lorsqu'ils s'effacent, l'effacement soit économiquement neutre. Et donc, j'ai vu une question sur est-ce qu'il y a des puissances minimales? Effectivement, ça dépend de la politique commerciale de chaque opérateur d'effacement. Et selon les offres, on peut avoir effectivement des seuils de puissance effaçables minimum pour pouvoir valoriser. Mais on essaye de plus en plus d'élargir, de diminuer nos seuils pour essayer de valoriser de plus en plus d'acteurs au travers de nos offres d'effacement.
Ensuite, on a une deuxième offre qui est notre dernière offre, en fait, qui est toute nouvelle, qui est une offre plutôt EDF, puisqu'en fait, c'est l'offre qui s'appelle bonus effacement et qui est une offre d'effacement implicite, indissociable de la fourniture. Donc, c'est une offre qui s'adresse aux clients d'EDF en fourniture d'électricité, qui seraient en capacité de s'effacer, donc toujours soit par interruption de processus, soit en faisant de la substitution. Cette offre, elle a été conçue dans le cadre des actions pour essayer de faciliter le passage de l'hiver 2022-2023. Donc, elle est vraiment toute nouvelle, elle est commercialisée depuis 2 mois. Et en fait, elle a vocation à aller chercher de nouveaux clients qui ne feraient pas du tout d'effacement à date, mais qui pourraient se mobiliser dans le cadre du passage de l'hiver, de l'hiver en cours. Et en fait, dans le cadre de cette offre, ce qui se passe, c'est que EDF, fournisseur, peut émettre des appels à l'effacement sur certains jours de tension. Mais ces appels à l'effacement peuvent être n'importe quel jour de l'année. Ça peut être très bien en hiver comme en été, si jamais il y a des tensions en dehors de la période hivernale. Et dans le cadre de cette offre, EDF s'engage à solliciter ses clients dans un délai de prévenance de J-2. Donc là, on est un peu plus en amont encore que dans le cadre de l'offre engagement de capacité, qui est basée sur le mécanisme de capacité et où le délai de prévenance est de J-1. Et dans le cadre de l'offre bonus effacement, donc encore une fois, c'est vraiment une offre qui est basée sur la base du volontariat. Donc, c'est-à-dire que EDF va émettre des sollicitations à l'effacement auprès de ses clients et libre aux clients d'accepter ou non l'appel à l'effacement. Il n'y a pas d'obligation à s'effacer. C'est vraiment sur la base du volontariat. Et du coup, en contrepartie, en termes de rémunération, c'est uniquement une rémunération en énergie, donc une rémunération variable, qui va venir à chaque effacement rémunérer l'effacement qui aura été réalisé en réel. C'est-à-dire, on va regarder les mégawattheures réalisés, enfin effacés, et on va rémunérer ces mégawattheures-là. Et enfin, on a, alors là, c'est toute une panoplie d'offres, mais un peu plus haut de portefeuille, entre guillemets, qui s'adresse un petit peu plus à nos clients industriels énergo-intensifs, qui sont des offres sur mesure, multimécanismes, multimarchés, où on va pouvoir aller valoriser des capacités d'effacement sur les réserves que je vous présentais précédemment, donc notamment la réserve primaire et la réserve rapide, et prochainement la réserve secondaire. Et là, vraiment, l'idée, c'est d'aller en fonction des processus de production de nos clients, de leurs usages, de leurs contraintes techniques, aller voir comment on peut valoriser sur ces différentes réserves leur capacité d'effacement. Voilà pour la gamme d'offres. On peut passer à la slide suivante. Donc, l'idée, c'était également d'en profiter pour partager avec vous un retour d'expérience, notamment sur la partie tertiaire. Donc, côté Agrégio, initialement, on était très orienté industrie. Donc, on a un certain nombre de clients de différents sous-secteurs de l'industrie. Et depuis quelques temps, on se tourne davantage vers le secteur tertiaire. Et notamment, on a quelques clients tertiaires de différents sous-secteurs, notamment de la grande distribution, des entrepôts logistiques. Également, on a quelques grands bureaux. Et donc là, l'idée, c'était de vous présenter un retour d'expérience sur 2 clients tertiaires qu'on a en portefeuille, un dans la grande distribution et un dans l'entreposage frigorifique, qui sont des clients qui n'avaient jamais fait d'effacement auparavant. Donc, on a mis en place ensemble des contrats d'effacement en mode un peu POC, en allant tester leur levier de flexibilité. Et donc, ces 2 clients, leur première particularité qui est commune, c'est que c'est des clients qui sont plutôt multi-sites, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de sites répartis un peu partout sur le territoire français. Et sur chacun de ces sites, en fait, on agrège tous ces sites pour aller valoriser une capacité d'effacement à la maille de l'acteur. Ces 2 clients, ils ont une consommation assez différente, de l'ordre de quelques dizaines de gigawattheures par an pour le premier client et il y a un peu plus d'une centaine de gigawattheures par an pour le second, puisque pour notre client dans l'entreposage frigorifique, c'est forcément un secteur qui est assez énergo-intensif. Et en termes d'usages qu'on valorise, enfin, les usages sur lesquels on va faire de la flexibilité sont également un petit peu différents. Côté grande distribution, on fait de la flexibilité sur les usages CVC, donc tout ce qui est chauffage, ventilation et climatisation. Et côté entreposage frigorifique, assez naturellement, la modulation qu'on fait, la flexibilité qu'on utilise, c'est sur l'usage du froid, où en fait, on utilise l'inertie thermique pour pouvoir faire des effacements relativement courts sur leur consommation de froid.
Donc, ces clients, quand ils nous ont contactés pour valoriser leur capacité d'effacement, ils avaient plusieurs attentes. Les deux, de manière assez commune, il y avait un enjeu RSE ou de s'inscrire dans une démarche de sobriété énergétique. Il y avait aussi l'enjeu d'aller tester justement des nouveaux leviers de flexibilité qu'ils n'avaient pas forcément mis en place. Ils faisaient pour certains déjà de l'efficacité énergétique ou de l'optimisation de leur consommation. Mais ils n'avaient jamais testé les effacements proactifs. Donc, il y avait vraiment un enjeu de se tester et de faire un POC sur ce schéma-là. Et puis, il y a aussi un enjeu économique qui intervient pour ces clients, c'est de pouvoir finalement optimiser leur facture énergétique en n'étant pas juste consommateur, mais en pouvant également être acteur et aller valoriser de la flexibilité pour réduire leur facture d'énergie. Et donc, la réponse qu'on a apportée côté Agrégio, donc on a décrit le besoin avec nos clients. On a regardé quels étaient justement les usages sur lesquels on pouvait jouer, quelles étaient leurs flexibilités, quelles étaient leurs contraintes techniques éventuelles. Et on a pu mettre en place des contrats d'effacement avec eux. Et ce qu'on a fait, c'est que dans les deux cas, on a mis en place des formats d'effacement plutôt courts, de 2 fois 2 heures dans la journée, puisqu'en fait, on jouait sur des usages qui ne nous permettaient pas de faire forcément des effacements à la journée. Mais donc, dans le premier cas, pour notre client dans la grande distribution, on a mis en place un format d'effacement de 2 fois 2 heures mobile, c'est-à-dire que notre client est en capacité, la veille pour le lendemain, de s'adapter à un créneau horaire qui peut varier dans le temps. C'est-à-dire qu'un jour d'effacement, on peut de temps en temps l'effacer par exemple de 8h à 10h, puis de 18h à 20h. Et d'autres jours d'effacement, ça peut être par exemple de 9h à 11h, puis de 18h à 20h. Donc, ça peut varier dans le temps. Et pour notre client dans l'entreposage frigorifique, on teste un peu les deux modèles, effacement court, fixe ou mobile. Mais dans tous les cas, c'est de 2 fois 2 heures également. Et ensuite, en termes de valorisation qu'on apporte, c'est une valorisation capacitaire au travers du mécanisme de capacité et de l'appel d'offres effacement, puisqu'ils font des effacements par interruption de processus, donc ils sont éligibles à l'appel d'offres effacement. Et en plus, qu'on teste de plus en plus avec eux, et qui est assez intéressant parce que c'est assez spécifique au secteur tertiaire, c'est le fait de pouvoir aller valoriser des effacements beaucoup plus réguliers en dehors des jours PP2, et d'être proactif en proposant des blocs d'effacement sur les marchés de l'énergie un certain nombre de jours, que ce soit en période hivernale ou en dehors de la période hivernale. Et donc, c'est ce que j'appelle la valorisation d'effacement hors jour PP2. Et ensuite, dans le contrat qu'on a mis en place, on avait aussi, donc, pour notre client dans l'entreposage frigorifique, un vrai besoin de pouvoir, pour notre client, de piloter ses consommations à une maille assez fine. Et donc, on lui a mis en place un portail client un peu spécifique pour lui permettre de suivre ses consommations à un pas très, très fin pour qu'il ait à disposition toutes ses courbes de charge. Et en termes de résultats clés, donc je ne peux pas forcément donner des montants en euros, mais en termes de pourcentage de la facture d'électricité, ça permet de gagner un petit peu. Alors, les montants peuvent paraître assez modérés. Après, ça dépend vraiment de chaque client. On a gagné quelques pourcentages de la facture d'électricité totale de nos clients. On a surtout optimisé leur coût de la capacité, puisqu'en fait, en faisant des effacements, ça leur permet de récupérer de l'argent et de compenser le coût de la capacité qui leur est facturé au travers de leur facture d'électricité. Et puis, donc, au-delà des enjeux économiques, il y a vraiment des enjeux RSE, comme je le disais. Ils mettent à disposition leur capacité d'effacement pour aider le réseau quand il y a des tensions. Et puis, dans les perspectives, là, on est vraiment à un début, entre guillemets, avec eux. C'est des clients qui n'avaient jamais fait d'effacement. Et on a des belles perspectives devant nous, que ce soit en termes d'élargissement du périmètre de site qu'on peut intégrer à notre contrat d'effacement et qu'on peut valoriser. Il y a aussi des perspectives d'aller voir s'il y a d'autres usages sur lesquels on peut aller jouer pour augmenter le gisement d'effacement qu'on valorise. Et puis, il y a aussi le fait d'aller encore plus proactivement pouvoir valoriser des effacements de manière plus régulière en dehors des jours PP2. Donc, voilà pour le REX sur 2 de nos clients. Et enfin, pour conclure, et on pourra passer à la partie questions s'il y en a, sur les perspectives et les enjeux vus d'Agrégio liés au nouveau gisement de flexibilité. Premièrement,
il y a bien entendu le secteur tertiaire et puis plus largement, au-delà du tertiaire aussi, tout le diffus, que ce soit le petit tertiaire ou le résidentiel. Donc là, il y a vraiment un vrai gisement de flexibilité à aller chercher. La particularité, comme je vous le disais, de ce gisement, c'est que c'est des effacements qu'on peut aller chercher de manière beaucoup plus fréquente et c'est une valorisation qu'on va en faire qui est davantage axée sur la valeur énergie que la valeur capacitaire. Donc voilà. Un autre gisement qui est en train de aussi gagner gagner en essor, c'est le stockage. Donc, il y a un vrai momentum. Côté Agrégio, on se positionne de plus en plus aussi pour aller chercher ce gisement de flexibilité. Donc, on accompagne des clients qui ont des actifs de stockage pour les valoriser et les opérer. Et là, sur le stockage, pareil, c'est des actifs qui permettent de rendre des services de flexibilité au réseau et qui sont en capacité de faire des effacements relativement fréquents. Donc voilà. Et puis, un enjeu sur lequel on accompagne nos clients qui ont des actifs de stockage, c'est d'essayer d'optimiser la valorisation de leurs actifs de stockage en poolant leurs actifs avec d'autres actifs de flexibilité qui sont des actifs complémentaires qui peuvent faire soit de la baisse de consommation, soit de la hausse de production. Et en fait, en poolant en fait, ces différents actifs au sein d'une même entité d'effacement, ça permet d'aller faire plus de choses et d'aller chercher plus de valeur. Ensuite, il y a un troisième gisement, et non des moindres, qui est un gisement diffus en plein essor, c'est les véhicules électriques. Les véhicules électriques bien pilotés, ils peuvent rendre des services de flexibilité au réseau, notamment lorsqu'ils sont équipés de la technologie V2G, où ils peuvent en fait du coup stocker et réinjecter de l'électricité sur le réseau à des moments clés grâce à des bornes bidirectionnelles. Et au sein du groupe EDF, on est assez fiers en fait d'être assez précurseurs sur ce sujet, puisqu'on a une autre filiale d'EDF qui est la Drive, qui a été certifiée par RTE pour faire participer justement des véhicules électriques à des services de régulation de fréquence, donc notamment en fait ce qu'on appelle les services systèmes. Et donc, on a une expérimentation qui est en cours à ce sujet-là pour vraiment valoriser en fait la flexibilité que peut apporter un parc de véhicules électriques. Ensuite, on a aussi un gisement qui concerne peut-être un peu moins, qui me concerne un peu moins directement, mais c'est ce qu'on appelle la flexibilité de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est le fait de pouvoir faire participer des actifs de production et notamment des actifs de production d'énergie renouvelable à l'équilibrage du réseau. Et pareil, on est assez fiers d'avoir été précurseurs aussi sur ce sujet-là, puisqu'il y a maintenant 1 an à peu près, côté Agrégio, on a pour la première fois fait participer des actifs éoliens au mécanisme d'ajustement. Et en fait, là, c'était pendant une période de tension un peu inverse à celle à laquelle on est habitué. C'était une situation où il y avait trop de production par rapport à la consommation. Et en fait, on a été en capacité d'arrêter de manière très courte, sous un délai très court, quelques parcs éoliens pour pouvoir justement diminuer la production et apporter de la stabilité au réseau. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à développer également du côté de la production. Et puis pour terminer, il y a aussi des enjeux et des gisements à aller chercher en faisant du multimarché et du pooling d'actifs. Donc le pooling d'actifs, j'en ai un petit peu parlé au travers du stockage. Mais vraiment, nous, on réfléchit beaucoup à finalement comment aller chercher de nouveaux gisements et de nouveaux actifs qui peuvent contribuer à la flexibilité du réseau. En pooling, pourquoi? Parce qu'il y a des actifs pour lesquels, s'ils faisaient des services de flexibilité seuls, ce serait pas assez pas assez intéressant pour eux. Donc, vu de nous, il y a des choses à faire sur le pooling d'actifs pour aller valoriser différemment ou valoriser mieux certains types d'actifs ou certains clients et leur permettre d'accéder donc à ces services de flexibilité. Donc voilà, vous l'aurez compris, on identifie pas mal de perspectives sur la flexibilité et bien entendu, notamment tertiaire et qui sera développée dans les présentations suivantes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lauriane, en tout cas, pour cette présentation très complète. On peut peut-être prendre une question très rapide et ensuite, on va devoir enchaîner. Vous pourrez, si vous voulez, garder vos questions pour la fin pour Lauriane, parce qu'on a 5 petites minutes de retard.
Désolée pour le retard. Ah, aucun souci, évidemment. Je vous propose qu'on enchaîne sur la suite des présentations et on aura toujours donc, les 15 minutes à la fin pour poser des questions à l'ensemble des intervenants si vous le souhaitez. Et en présentation suivante, du coup, après ces deux présentations de RTE et d'Agrégio qui nous ont donné donc à la fois la vision institutionnelle des nouvelles flexibilités et de la nécessité de leur développement et cette vision d'un opérateur et agrégateur, je vais présenter donc le programme FACT que porte le programme ACTE pour le développement de l'effacement au sein des collectivités. Voilà, donc pour vous présenter rapidement le programme FACT, c'est un programme qui a été imaginé comme un sous-programme du programme ACTE sur l'effacement électrique au sein des collectivités. Et donc le but, c'est d'accompagner financièrement le développement de l'effacement électrique dans les collectivités en s'appuyant sur le réseau du programme ACTE. Donc, quelques rappels d'abord sur le programme ACTE. Donc, le programme ACTE est un programme C2E qui travaille sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Et donc, il fonctionne en étant financé par les fournisseurs d'énergie obligés des C2E et en redistribuant 90% de ces fonds aux lauréats de ces appels à projets pour mener des opérations d'efficacité énergétique et notamment pour travailler sur toute la partie ingénierie des travaux de rénovation énergétique des bâtiments et en développant dans le même temps tout un programme d'outils à destination des collectivités pour travailler sur ces questions. Dans le cadre de ce sous-programme, le programme FACT vise à accompagner donc financièrement l'effacement dans les collectivités. Et donc, pour revenir très rapidement sur quelques messages qui ont été passés par Louise de RTE et Lauriane d'Agrégio, si on regarde les choses du point de vue d'une collectivité, finalement, l'effacement électrique pourrait prendre un peu deux formes ou deux modèles. Donc, dans le cas d'une collectivité qui possède vraiment du petit tertiaire, donc dans une situation qui se rapprocherait presque du résidentiel, avec un bâtiment de faible puissance, mais chauffé électriquement, donc sur lequel il y aurait des gisements à exploiter, un opérateur ou agrégateur d'effacement pourrait installer des boîtiers permettant de moduler la consommation de son chauffage électrique et la collectivité pourrait réaliser des économies d'énergie sans perte de confort, qui permettrait aussi des économies financières. Dans une autre situation où une collectivité posséderait une puissance un peu plus importante, on se rapproche d'un cas plus typique des opérateurs d'effacement où un opérateur peut proposer une rémunération annuelle fixe en échange de périodes d'effacement ponctuelles certains jours d'hiver et la collectivité gagnerait une rémunération fixe annuelle sans perte de confort. Donc finalement, ces deux messages, en fait, c'est en synthèse deux situations typiques que pourrait connaître une collectivité si elle voulait valoriser son effacement. Et les différentes offres qu'a pu présenter Lauriane côté Agrégio peuvent représenter notamment des offres qui peuvent s'appliquer à des collectivités dans le deuxième cas. Pour revenir ensuite rapidement, avant de vous parler plus précisément du programme FACT, sur les liens entre effacement, flexibilité et MDE, c'est une question évidemment qu'on s'est posée dans le cadre du programme ACTE, puisque le cœur de notre travail est la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la flexibilité énergétique pourrait nuire au gisement de MDE? Et la réponse que l'on a trouvée en travaillant avec l'IFPEB sur une étude là-dessus est qu'au contraire, en fait, pas du tout, la flexibilité énergétique ne nuit pas à la M2, au contraire, la M2 s'inscrit dans un temps long et la flexibilité répond à un besoin du réseau ponctuel. Et la flexibilité peut être vue pour les collectivités comme un premier pas dans une démarche plus globale de maîtrise de l'énergie de leurs bâtiments et de compréhension des enjeux énergétiques à la fois d'énergie et de puissance dans leurs bâtiments. Et des initiatives sont déjà en cours dans différentes collectivités. Donc, en bilan rapide sur ces différentes informations sur l'effacement électrique et les collectivités, pourquoi faire de l'effacement électrique dans le tertiaire public?
Il y a plusieurs raisons qui ont déjà été exposées par RTE. Donc, évidemment, le tertiaire est un gisement important de flexibilité à court terme et à long terme. Le tertiaire public est lui aussi important au sein du secteur tertiaire plus largement, puisque les collectivités, notamment, sont propriétaires de très nombreux bâtiments. C'est un gisement encore presque complètement inexploité du point de vue de l'effacement, car il est diffus, mais donc il représente une opportunité intéressante et il faut s'y intéresser. C'est aussi une opportunité économique pour les collectivités, puisqu'on l'a vu, il y a une rémunération à la clé pour les collectivités, une contribution à l'indépendance énergétique et une contribution à la décarbonation du mix énergétique, comme l'ont présenté RTE et Agrégeo. Donc, si l'on passe plus précisément à la présentation du programme FACT. Le programme FACT, tel qu'il a été imaginé dans le cadre du programme ACTE, s'appuie sur 3 piliers. Donc, d'abord, un accompagnement à la connaissance de l'effacement au sein des collectivités, puisque le sujet est malheureusement encore trop peu connu aujourd'hui et gagnerait à être plus connu. Donc, il s'agit de s'appuyer sur le réseau des économes de flux ACTE en diffusant de l'information autour de l'effacement électrique. Le second pilier du sous-programme FACT, c'est celui de la connaissance du potentiel d'effacement local. Et on va s'appuyer là-dessus sur un appel à projet afin de financer les collectivités pour connaître leur potentiel d'effacement local. Et le troisième et dernier pilier, c'est un pilier de mise en relation, donc la mise en relation entre les collectivités qui souhaitent se lancer dans une démarche d'effacement électrique et les opérateurs et agrégateurs d'effacement qui peuvent valoriser économiquement leur potentiel d'effacement électrique. Donc, pour parler rapidement du premier volet de ce programme à destination des collectivités, sur l'accompagnement à la connaissance de l'effacement, donc ce volet prend plusieurs formes. D'abord, la diffusion de documentation sur l'effacement électrique, notamment un guide sur lequel on a travaillé avec l'IFPEN, mais aussi un guide à destination des collectivités sur l'effacement électrique et comment faire de l'effacement électrique pour les collectivités. Je note au passage que sur le deuxième volet de ce pilier accompagnement à la connaissance, un volet formation à l'effacement, nous aurons 2 formations à l'effacement électrique, une première générale sur l'effacement dans les collectivités, une deuxième plus précise sur l'outil GoFlex dont on va parler ensuite, qui seront menées en collaboration avec l'IFPEB, et je remercie Jean-Benoît qui est aujourd'hui avec nous ici, le vendredi 6 janvier de 10h à 12h et le vendredi 20 janvier de 14h à 16h. Donc, pour les collectivités qui sont présentes avec nous aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà noter ces dates si vous êtes intéressés pour participer à ces webinaires et l'information transitera par mail évidemment aussi. Donc, toujours sur ce volet accompagnement à la connaissance, ce que nous avons développé aussi, ce sont des outils de premier niveau faciles d'utilisation pour cribler d'abord son parc, pour en retirer les bâtiments les plus intéressants pour faire de l'effacement électrique. Donc, savoir sur quel bâtiment on peut mener une expérimentation d'effacement électrique et évaluer en quelques clics les capacités d'effacement des bâtiments les plus prometteurs grâce à un outil de pré-diagnostic en ligne. Et ces 2 outils seront très prochainement en ligne sur notre page web à destination des collectivités. Donc ensuite, sur le deuxième volet de ce sous-programme, la connaissance du potentiel d'effacement local, je ne vais aborder que très rapidement cette question de l'indicateur GoFlex qui a été développé par l'IFPEB avec nous et avec le JMELEC, puisque le JMELEC en reparlera dans le cadre du projet de plateforme GoFlex. Mais cet indicateur GoFlex, en fait, que l'on est en train de développer, correspond à une sorte de Nutri-Score de la flexibilité pour les bâtiments tertiaires. Permettent, avec quelques informations simples, de savoir à quel point le bâtiment est pertinent pour faire de l'effacement électrique et à quel point il serait facile de faire de l'effacement électrique sur le bâtiment, grâce à une information sur la classe de système de pilotage, sur la puissance modulable réelle du bâtiment en fonction de la durée du préavis. Et cet indicateur est actuellement en cours d'expérimentation dans des collectivités très engagées sur le sujet de l'effacement, en l'occurrence en particulier le syndicat d'énergie du Morbihan, Morbihan Énergie, et le syndicat d'énergie de la Vendée. Mais Delphine vous en reparlera dans la présentation de GoFlex. Le point central du sous-programme FACT est celui d'un appel à projet à destination des collectivités pour financer une démarche d'effacement électrique dans les collectivités. Donc cet appel à projet FACT, doté d'une enveloppe de 1,5 million d'euros, fonctionne comme d'autres appels à projet du programme ACTE que peuvent connaître les collectivités qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Et il financera à la fois un lot ressources humaines, puisqu'il est absolument nécessaire de dédier du temps dans les collectivités à ces questions d'effacement, et les collectivités ont besoin d'avoir ce type de financement pour mieux s'y intéresser. Un lot études et audits, donc des audits d'effacement seront financés pour les bâtiments que les collectivités souhaiteraient valoriser du point de vue de l'effacement électrique. Et enfin, un lot outillage pour accompagner les collectivités sur l'aspect technique et technologique pour l'effacement électrique.
Donc, du point de vue du timing de cet appel à projet, je fais de la pub ici pour le webinaire de lancement qui aura lieu mardi 13 décembre, donc mardi prochain de 10h à 12h, qui actera donc le lancement de cet appel à projet. De décembre au printemps aura lieu la phase de candidature avec des examens au fil de l'eau des candidatures des collectivités pour cet appel à projet. Et enfin, de janvier 2023 à décembre 2023, les collectivités lauréates toucheront les fonds actés dédiés à ce sous-programme sur l'effacement. Et sous réserve de prolongation de Acté 2 dans le programme Acté+, le nouveau volet du programme Acté, l'appel à projet sera prolongé jusqu'à février 2025 afin d'accompagner les collectivités sur un temps plus long et leur donner les ressources nécessaires pour continuer dans cette démarche d'effacement qu'elles auront lancée. Je ne vais passer que très rapidement sur le troisième volet du sous-programme FACT, qui est le volet mise en relation dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste donc à mettre en relation les collectivités intéressées par le fait de se lancer dans la démarche d'effacement électrique avec des opérateurs et agrégateurs d'effacement qui peuvent valoriser leur capacité d'effacement électrique et donc, pour les collectivités, obtenir une rémunération de ces capacités d'effacement en créant un modèle économique pérenne. C'est le projet de plateforme GoFlex que l'on porte avec RTE, le Gimelec et l'IFPEB et qui vous sera présenté par Delphine du Gimelec tout à l'heure. Donc pour finir, un planning finalement pour l'hiver prochain pour les collectivités du point de vue de l'effacement, de la dynamique effacement que l'on porte au sein du programme Acté. Donc, dans les prochains jours, il va y avoir le lancement de la FACT, dans le même temps la diffusion du kit effacement à destination des collectivités et les webinaires de formation qui viendront en janvier. La phase de candidature aura lieu dans les prochains mois. Dans le même temps, on aura la mise en ligne des outils simplifiés de criblage et prédiagnostic. Le lancement de la plateforme GoFlex devrait intervenir dans la seconde partie de l'hiver. Et enfin, on l'espère, une mise en relation d'agrégateurs et de collectivités sur la plateforme et de potentiels premiers effacements issus de cet appel à projet sur la toute fin de l'hiver, si ce n'est pour l'hiver prochain auquel on réfléchit déjà. Donc, je vous remercie pour votre attention là-dessus. Comme on est encore légèrement en retard, je vais préférer continuer les présentations en gardant toujours en tête le fait qu'on aura une phase de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de les garder pour la fin du webinaire. Et je vais céder la parole à Delphine Hérault du Gimelec pour présenter la plateforme GoFlex ainsi qu'à Schneider Electric et Siemens pour des retours d'expérience dans le secteur tertiaire. Merci Adam. Bonjour, donc Delphine Hérault, je m'occupe des sujets du bâtiment pour le Gimelec, qui est le groupement de la filière électronumérique. Et donc, j'ouvre la présentation qui va se faire en 3 volets, qui est une présentation à 3 voix. Donc, je vais laisser la parole à Régis Martin, qui est responsable performance énergétique chez Schneider Electric, et ensuite à Ève Rico, qui est responsable services digitaux chez Siemens, qui sont 2 entreprises adhérentes au Gimelec, et qui ont expérimenté l'effacement ces derniers mois. Et donc, voilà, notre intention, c'est de vous partager les retours d'expérience vraiment très terrain de ces premiers essais d'effacement. Et puis, je ferai un point, comme tu l'as annoncé ensuite, sur notre projet commun de plateforme GoFlex. Donc, on va démarrer par Régis. On jongle un peu avec les caméras et les écrans. Okay. Et donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, Régis Martin, je suis responsable de la performance énergétique sur le siège social de Schneider Electric à Rueil-Malmaison. On va vous faire simplement un retour d'expérience sur un effacement qu'on a fait le 4 avril, qui était en fait une vraie alerte EcoWatt déjà à l'époque. On peut aller directement sur le premier slide. Alors, pourquoi ça passe pas? Voilà. Donc, on parle ici d'un bâtiment qui fait 35 000 m², un bâtiment tertiaire et essentiellement composé de bureaux, avec à peu près 2000 collaborateurs attachés à ce site. Un bâtiment qui a été construit en 2008, donc pas complètement récent, et donc pas
j'allais dire, au top de la performance énergétique en termes d'enveloppe. Par contre, on a fait énormément, j'allais dire, d'efficacité énergétique en installant des capteurs, des logiciels de contrôle, en particulier une GTB, une gestion technique du bâtiment, qui nous a permis de réduire déjà de manière drastique les consommations d'un bâtiment comme celui-ci sans avoir eu à toucher à son enveloppe. En étant effaçable dans des situations telles que des alertes éco-watt, orange ou rouge, dans un bâtiment comme le nôtre, sont la ventilation, le chauffage électrique et l'usage borne de recharge qui est de plus en plus important. Voilà, donc c'est vraiment les 3 usages significatifs qui peuvent être effacés sans altérer trop. Voilà, donc c'est voilà exactement ce qui s'est passé sur ces 3 usages-là. Vous avez ici la courbe de charge de la somme des 3 usages, à savoir la ventilation, le chauffage électrique et les bornes de recharge, qui, je précise, en avril n'étaient pas encore, j'allais dire, au niveau de consommation d'aujourd'hui, hein, le parc de véhicules électriques ayant fortement progressé depuis. Mais le principe était que donc on a été prévenu le samedi 2 avril. Donc, on s'est connecté à distance sur notre gestion technique du bâtiment, donc sur notre logiciel qui pilote le bâtiment en temps réel. Et on a simplement adapté les programmes horaires pour anticiper le chauffage à partir du dimanche soir, c'est-à-dire qu'on a démarré le chauffage gaz assez tôt le dimanche soir et la ventilation. Et puis, à 4 heures du matin, le chauffage électrique s'est déclenché pour pouvoir anticiper et préchauffer le bâtiment et le préventiler, j'allais dire, avant de l'effacer complètement à 7 heures du matin, puisque l'appel à l'effacement démarrait à 7 heures pour une période de 3 heures. Donc voilà, donc à 7 heures, on efface tout. Et vous pouvez voir sur le graphique qu'effectivement, on est passé d'une consommation de 420 kW, enfin d'une charge de 420 kW à 40 kW en ayant effacé la ventilation, le chauffage électrique et des bornes de recharge. C'est-à-dire, on est capable, sur un bâtiment tertiaire comme celui-ci, de diviser par 10 l'appel de puissance sur le réseau électrique. Voilà. Alors, pendant tout ce temps-là, on continue à surveiller les températures dans les locaux et le niveau de CO2, c'est-à-dire la qualité de l'air dans les différents espaces, de manière à pouvoir redémarrer à tout moment si vraiment le confort devenait trop important. Vous pouvez voir qu'à 10 heures, ça a redémarré un peu violemment, puisque tout s'est mis en route en même temps. On verra que c'est les leçons qu'on peut en tirer. On avait décalé la charge des véhicules électriques à 14 heures. C'est le petit pic qui apparaît vers 14 heures le lundi. Comme je vous disais, ce pic-là, aujourd'hui, il serait beaucoup plus important puisque cette semaine, par exemple, pourtant il fait froid, hein, donc il y a pas mal de chauffage et de ventilation. Le matin, entre 8 heures et 11 heures, c'est l'usage borne de recharge qui appelle le plus de puissance sur le réseau. Voilà, donc si on peut aller sur le slide d'après. Voilà, je vous disais, on mesure en permanence et en temps réel le confort dans les espaces les plus critiques pendant cette coupure. Hein, donc c'est ce qui s'est passé pendant la coupure. On voit une petite baisse. Effectivement, à partir, c'est petit, mais la petite baisse que vous voyez entre l'accolade, ben, c'est le moment de la coupure. Donc, le préchauffage a permis de monter la température pendant la nuit. Et après, alors on s'était donné 1 degré maximum de perte de température comme étant acceptable. Il faut dire que ce matin-là, on a été pas mal aidé par la météo dans le sens où il a fait très froid. Hein, on est descendu à -0, c'est la courbe jaune que vous voyez en bas. Par contre, ça a été ensoleillé. Donc, on a une partie du bâtiment au sud qui est plutôt bien exposée et donc qui nous a permis de tenir un peu plus longtemps voilà, de moins dégrader la température, en tout cas moins rapidement que si on était dans une journée comme aujourd'hui, par exemple, avec beaucoup de nuages. Donc voilà, et là c'est la température, on contrôle de la même façon le CO2 dans toutes nos salles de réunion, on est équipé de capteurs et on voit l'évolution. Voilà, donc on peut aller sur la conclusion, je pense.
alors, pas tout à fait la conclusion. En fait, le 4 avril, on n'avait pas encore, j'allais dire, implémenté l'automatisation de la réception des signaux EcoWatt. Mais en fait, le bâtiment étant connecté, on peut tout à fait ouvrir facilement une porte vers l'extérieur et recevoir via l'API d'EcoWatt les calendriers à 3 jours d'EcoWatt, de savoir si on est en alerte rouge-orange ou si on est tout simplement jour vert. Et recevant ces signaux-là, on peut après les dispatcher sur nos différents équipements, à savoir le contrôleur des bandes de recharge et la GTB, la gestion technique du bâtiment, pour tout ce qui est CVC, qui veut dire chauffage, ventilation, climatisation. Voilà, je pense que voilà. Donc là, il y a une petite animation. Les signaux. Alors, on a aussi une expérimentation avec Enedis qui nous envoie des signaux pour là vraiment réservé à l'usage bande de recharge, où il nous autorise à charger. Alors, c'était un pilote. Il nous autorise à charger au maximum de la puissance quand il y a beaucoup de production photovoltaïque, c'est-à-dire en milieu de journée quand il y a du soleil. Et quand il y a des tensions sur le réseau, le matin de 8h à 10h éventuellement, ils sont capables de nous envoyer un signal pour nous abaisser notre puissance max pour l'usage borne de recharge. Donc ça c'est effectif en ce moment. C'est un pilote qu'on a conduit avec Enedis. Le principe sera le même avec EcoWatt. Ce ne sera pas le même signal, ce n'est pas la même API, puisque c'est un calendrier glissant sur les 3 prochains jours. Mais l'implémentation se fera via les mêmes canaux. Voilà, donc en conclusion, les leçons qu'on a apprises, alors les points forts sur cette opération d'effacement du 4 avril, qui était un vrai appel. Je vous rappelle, cette journée-là, c'était un lundi matin, avec des températures négatives annoncées, peu de vent, donc peu de production au niveau des éoliennes en France et d'ailleurs aussi en Allemagne. Donc, RTE s'attendait à importer beaucoup d'électricité et du coup avec des tarifs plutôt très élevés. Donc c'était une vraie alerte EcoWatt ce matin-là. Nous, ce qu'on a retenu, les points forts qu'on a pu voir, c'est que dès l'alerte reçue, on a pu, même si on n'avait pas les signaux EcoWatt reçus automatiquement, il nous a suffi d'être averti et on a programmé la GTB à distance. On n'était pas sur le site, c'était le week-end. La prochaine étape, comme c'est écrit là, c'est l'automatisation via l'API d'EcoWatt, directement sur notre système. Le pic de puissance effacé sur un bâtiment comme le nôtre, c'est quand même 440 kW. Donc, à l'échelle d'un bâtiment, c'est peut-être pas énorme, mais si on se projette sur un quartier avec pas mal de bâtiments de bureaux, on peut vite atteindre des puissances très intéressantes, enfin des effacements de puissance très intéressants. Et pour nous, c'est d'autant plus conséquent qu'on a effectivement depuis 10 ans, fait beaucoup d'actions d'efficacité énergétique. Donc, on est plutôt sur un bâtiment vertueux déjà en termes de consommation. Comme on l'a vu sur la courbe, sur les 3 usages effaçables, on efface 90% de la charge, de la puissance. Et puis, le contrôle en permanence pendant ce temps-là de la température ambiante a montré que l'impact avait été faible sur le confort des résidents pendant la coupure. Je vous dis, après, il faut effectivement regarder aussi en fonction de la météo, d'ensoleillement. Donc, c'est quelque chose à surveiller de manière à pouvoir, même si on n'a pas atteint la fin de la période d'effacement prévue, éventuellement redémarrer quand même pour limiter l'impact sur le confort. Les points d'amélioration qu'on a identifiés, c'est l'optimisation du préchauffage, puisqu'on avait mis Saint-Yves-et-Bretelles, on avait démarré relativement tôt le dimanche soir le chauffage, parce qu'il faisait déjà très froid. On avait mis dès 19h le chauffage gaz et la ventilation. A priori, c'était beaucoup trop tôt. On a dans la GTB, dans la gestion technique du bâtiment, des optimiseurs qui permettent d'anticiper le chauffage en fonction du confort demandé versus la température à l'extérieur. Du coup, la prochaine fois, on le laissera faire. Il est capable de démarrer entre
entre 0 et 4 heures avant l'heure à laquelle on veut la température, en fonction de la température extérieure. Voilà. Et ce sera beaucoup plus efficace que via un programme horaire fixe à 19 heures, comme ça a été le cas ce dimanche-là. Et puis, dernière chose, vous avez vu qu'il y a un gros pic au niveau du rebond, au niveau du redémarrage. Donc, pour éviter ça, on a un scénario de redémarrage progressif sur le bâtiment. On va redémarrer d'abord les zones plutôt au nord du bâtiment pour le chauffage, et puis ensuite les zones plutôt au sud. Voilà. Merci beaucoup. En bon maître du temps, je me permets Je propose à Eve de prendre la suite. Exactement, et je me permets juste de préciser que il vous reste une grosse dizaine de minutes pour la présentation Siemens et Gimelec. Et peut-être que pour les questions qui sont apparues dans le chat, pardon, je n'avais pas été très attentif sur le chat avant, peut-être que chacun des intervenants peut répondre directement dans le chat au fur et à mesure, comme ça on peut continuer les présentations si ça vous convient. Merci beaucoup, en tout cas, Régis, pour cette belle présentation. Merci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui, beaucoup. pardon. Excusez-moi. Alors, je cherche à prendre la présentation, le partage, et je ne peux pas tant que Régis, vous partagez encore quelque chose, en fait. Alors, en attendant, et pour être efficace, voilà, normalement, vous devez voir mon écran. Donc, je suis Ève Rico et je suis responsable des services digitaux chez Siemens. Je vais partager sans mettre en mode de présentation parce que je pense que je vais perdre quelques secondes utiles pour le faire. Et donc, je vais vous partager un retour d'expérience sur l'effacement d'un bâtiment tertiaire. Chez Siemens, il faut savoir qu'on a une activité qui est très large et on couvre beaucoup de domaines techniques et notamment le domaine de l'industrie. Et comme on l'a vu dans les témoignages précédents, le sujet de l'effacement est un sujet assez mature dans l'industrie et on a eu l'idée il y a quelques années, il y a 2 ans exactement, de reproduire ce sujet d'effacement dans l'industrie au niveau du bâtiment tertiaire. Et donc, dès 2020, nous avons lancé une expérimentation sur les sujets de la flex en général au niveau de notre siège à Vélizy. Et en 2020, on avait comme velléité de travailler sur les sujets du peak limiting et du market valorisation. Donc, c'est grosso modo le fait de pouvoir plafonner la puissance d'un bâtiment et de valoriser sur les marchés qui nous ont été présentés précédemment la puissance consommée du bâtiment. On a lancé ça en 2020, mais en 2020, c'était vraiment à l'état d'expérimentation. Donc, on était plutôt dans le développement de la solution technique et la recherche de partenaires. Et à partir de l'hiver 2021, nous avons pu lancer nos essais et le retour d'expérience que je vais vous partager là est vraiment sur le retour d'expérience de 2021, l'hiver 2021. Et en 2022, quand le sujet EcoWatt est arrivé, on s'est aperçu que ce qu'on avait déjà réalisé en 2021 était en fait tout à fait approprié sur le cas d'usage d'EcoWatt. Donc tout ce que je vais vous présenter dans ma présentation peut s'appliquer d'une manière ou d'une autre dans le sujet EcoWatt. Donc, le cas d'usage et l'expérimentation a été faite sur notre siège social à Vélizy, qui est un bâtiment de bureau, vraiment pur usage bureau, relativement grand, mais on va dire plutôt moyen, donc 7000 m², avec un effectif de 400 personnes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'équipement technique en place dans le bâtiment, équipement technique qui est en fait donc une GTB. On a utilisé toutes les fonctionnalités de la GTB, plus une fonction qu'on a spécifiquement développée pour l'occasion. Et cette fonction, ce qu'on appelle chez nous la LMA, permet de piloter, donc c'est la partie basse de mon schéma, des équipements techniques qui sont en fait liés au lot CVC, donc ce qui va permettre de produire la chaleur ou distribuer la chaleur ou les équipements terminaux. Et tout ça va être piloté par le poste de supervision via la fonction LMA qui va surveiller dans le même temps la puissance du bâtiment et le confort des occupants. Et donc, cette fonction LMA va avoir la capacité de piloter ces éléments pour
tout en gardant le confort des occupants et en ajustant par rapport aux consignes qu'on donne, par rapport à la puissance que l'on veut du bâtiment. Je parle ici d'usage purement chaleur, comme vous avez pu voir, parce qu'en hiver, ce sont les gros postes de consommation et donc nous avons focusé sur ces cas d'usage. Je vais aller très très vite parce que je sais que le temps est compté dans le retour d'expérience. Le retour d'expérience et comme nous l'avons fait cet exercice sur un bâtiment que nous pilotons, enfin qui est notre propre bâtiment, on a plusieurs casquettes sur le retour d'expérience, à la fois une casquette technique, mais aussi une casquette sur l'impact des utilisateurs ou d'organisationnel. Sur les résultats obtenus, donc purement techniques, on a pu délester 100 kW sur une durée de 2 heures. On parle de 100 kW mesurés, donc c'est une méthode totalement empirique, ce qui peut paraître peu, mais il faut savoir que la puissance max du bâtiment est de 300 kW. Donc ça veut dire qu'un tiers de la puissance max a été délesté, ce qui est finalement pas si neutre. On a envisagé un délestage de 2 heures, et les 100 kW, encore une fois, c'est quelque chose où on a protégé le confort des occupants. On aurait pu être beaucoup plus agressif, mais on aurait affecté le confort des occupants. En termes d'impact utilisateur, donc les occupants du bâtiment, nous ne les avions préalablement pas prévenus des essais de manière volontaire pour voir justement s'il y avait des plaintes. Et on n'a pas eu de plaintes par rapport au confort. Par contre, on a eu des remarques liées au bruit, puisque en fait, au moment du redémarrage, les équipements de terminaux en fait, ont démarré en masse et ça crée un bourdonnement dans le bâtiment qui a un peu interpellé les personnes. Un autre retour d'expérience, c'est en termes de travail préparatoire. En fait, pour que cela fonctionne bien, ce travail de délestage, il faut avoir un travail assez précis d'identification des usages qui vont être délestés. Et nous, on a eu un travail préparatoire assez important. Notamment, on aurait pu décider de délester des usages d'éclairage, mais comme on ne voulait pas à ce moment-là que ça soit trop visible par les occupants, on a volontairement écarté l'éclairage, et aussi pour des raisons de sécurité. Mais ce travail préparatoire est assez important, est vraiment capital parce qu'il va être très conditionnant ensuite pour la réalisation des essais. Et c'est mon point coordination, je vais rejoindre le point coordination dans le bâtiment. Un des règles importants que nous avons, c'est que pour que ça soit bien vécu dans le bâtiment, il faut avoir une réflexion commune avec les personnes de la technique, mais également les managers de site, également peut-être les entreprises qui font du FM sur le bâtiment. Et ce travail-là, nous, on l'a mené de manière commune. Ce n'est pas si chronophage que ça, mais à un moment donné, et au démarrage de notre expérimentation, c'est important d'avoir ce point d'entrée et ce point de coordination générale. Un des points qui a été soulevé aussi, c'est le bon respect de la réglementation, et notamment celle sur le renouvellement de la qualité de l'air. Parce que quand vous arrêtez les installations qui sont responsables de la qualité de l'air, vous pouvez rentrer en infraction par rapport à ces réglementations. Et nous avons trouvé un moyen de le contourner en modulant, parce que c'était possible sur notre site, via des variateurs de vitesse. Donc, il existe des solutions quand même pour pour avoir une capacité de délestage tout en restant compliant avec les enjeux réglementaires. Et le dernier point, c'est que cette puissance que nous avons réussi à délester, lorsqu'on l'a ensuite confronté aux résultats de GoFlex que Delphine va vous présenter, on a trouvé que c'était très cohérent. Et donc finalement, l'empirisme de notre expérimentation a été confirmé par l'outil GoFlex. Voilà, je suis allée assez vite, mais Delphine, je vais départager pour te laisser le temps pour la partie GoFlex. Alors, à nous de partager. Ah, on ne peut pas démarrer le partage. Est-ce que tu l'as bien fermé, Ève? Partager là? On arrive. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon, super.
Comment je passe au slide d'après? Il y a des flèches, mais voilà. Merci Ève et merci Régis. En fait, on a voulu vous montrer un peu quels étaient les premiers retours terrain pour expérimenter l'effacement énergétique. On a quelques explorateurs aujourd'hui comme Schneider et Siemens, comme les syndicats d'énergie, SIDEV, Morbihan, mais on est loin d'avoir un marché de la flexibilité massif au niveau du secteur tertiaire et on y travaille tous. Le contexte de tension énergétique qu'a décrit Louise et qu'on connaît tous a au moins un mérite, c'est qu'il nous fait nous pencher sur le sujet un peu plus vite que ce qu'on aurait eu tendance à le faire sinon. Et il est aussi avéré que en fait, le marché les besoins de flexibilité, on en a à court terme, un peu dans l'urgence, mais on en a aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, on en a sur le moyen et long terme avec le déploiement massif du véhicule électrique, par exemple. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est avec le programme ACTE et la FNCCR qui l'anime, avec RTE, l'IFPEB et le GIMELEC, on a essayé de se projeter sur comment on va pouvoir développer ce marché de la flex dans le secteur tertiaire et quels sont les freins et les accélérateurs possibles pour qu'on puisse accélérer ce marché de la flexibilité. Alors voilà, on a imaginé, vous l'avez à l'image, on a imaginé, je l'appelle pour vous le présenter, ça s'appellera peut-être pas comme ça, on n'a pas le droit de réutiliser le nom, on a imaginé le bon coin de la flex. Alors en fait, ce qui ressort dans ce qu'on a dit, c'est que le marché tertiaire, aujourd'hui on fait de la flex dans l'industrie, dans le marché tertiaire c'est compliqué parce qu'on a un gisement vraiment très diffus. Et donc c'est compliqué de pouvoir évaluer ce gisement. Et chacun des bâtiments aujourd'hui, on voit qu'on en est un peu au balbutiement. On n'a pas encore bien l'habitude d'évaluer le potentiel de flexibilité dans son bâtiment. Donc, on s'est dit, en fait, ce qui va pouvoir permettre de faire se développer ce marché, c'est notamment de pouvoir faire se rencontrer l'offre et la demande. Alors, on a évoqué tout à l'heure le GoFlex, qui est une méthode de référence sur laquelle nous avons travaillé ces dernières années, qui donc permet d'évaluer le potentiel de flexibilité d'un bâtiment de la manière la plus simple possible. Ce n'est pas complètement ultra simple, mais le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on s'est dit il faut que des non-initiés, comme on calcule une étiquette énergie, et qu'on puisse communiquer cette étiquette à des agrégateurs pour qu'ils puissent s'en servir et qu'on puisse rendre un service au réseau quand le réseau en a besoin. Donc, cette étiquette GoFlex, on l'a présentée rapidement tout à l'heure. C'est donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de faire une présentation trop technique, mais c'est donc on évalue le potentiel de flexibilité d'un bâtiment à partir du système de pilotage dont il est doté, donc le système de régulation des différents usages, de la puissance modulable réelle, et puis de ce que cette puissance modulable représente par rapport à sa puissance totale. Ça de manière très simple sur une étiquette GoFlex. Et notre idée, c'est donc de pouvoir faire en sorte que tous les sites tertiaires en France, privés, publics, puissent calculer leur étiquette GoFlex et la mettre en visibilité sur la plateforme GoFlex pour que les opérateurs de services, privés ou publics, comme les agrégateurs, comme RTE, comme les fournisseurs d'énergie aussi, comme on a cité ici des organismes publics qui ont besoin d'avoir une vision du marché de la flexibilité, pour que donc les opérateurs du Nord puissent avoir accès au gisement de flexibilité qui est détenu dans tous les sites tertiaires en France qui sont dessinés au sud de la plateforme. Alors, ce bon coin de la flex, il n'existe pas tout à fait encore.
Notre intention, c'est de le mettre en ligne, de le développer et de le mettre en ligne au premier semestre 2023. On en a besoin rapidement, donc on est en train d'y travailler ardemment, donc avec les 4 partenaires que je citais tout à l'heure, Acté, RTE, Gimelec et IFPEM. Et donc, je pense que ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est… donc, il va y avoir, en parallèle de ce que je vous dis là, Adam l'a cité tout à l'heure, mais dans le programme FACT ou dans d'autres initiatives, on va aider justement les sites tertiaires à pouvoir calculer leur GoFlex le plus rapidement possible. En fait, notre objectif aujourd'hui, c'est de mener une grande campagne de recrutement d'un maximum de sites tertiaires pour calculer leur étiquette GoFlex. Et c'est comme ça que cette plateforme GoFlex va avoir toute sa valeur ajoutée et va pouvoir apporter cette visibilité aux opérateurs de services au nord de la plateforme. Alors, juste pour retenir peut-être de mes propos, l'objectif de cette plateforme, c'est donc d'accélérer et de structurer le marché de la flexibilité énergétique dans le secteur tertiaire. GoFlex, c'est en quelque sorte une grammaire commune pour parler des mêmes choses. Donc, les sites tertiaires vont parler de la même manière, avec la même méthode pour expliquer leur potentiel de flexibilité. Avec aujourd'hui une application EcoWatt et puis demain un marché de la flexibilité tertiaire qui va se structurer et qui va trouver son modèle économique pour pouvoir se déployer plus massivement. Et puis cette plateforme, c'est aussi donc la possibilité pour tous les opérateurs de services d'identifier de manière consolidée le gisement de flex des sites tertiaires en France, après qu'on pourra catégoriser par niveau de puissance, par région, etc. Et ce qu'on peut retenir aussi de cette initiative, c'est que c'est vraiment une grande première, parce que c'est la première fois qu'on pousse ce sujet aussi loin, mais c'est aussi une grande première parce qu'on est vraiment main dans la main sur les acteurs du privé et du public. Et donc, cette plateforme s'adresse à tous les sites tertiaires, privés et publics. Et donc, on y travaille ardemment à la fois avec le programme Acté qui vise les collectivités, avec RTE et l'IFPEB et le Gimelec. J'ai terminé. Je te redonne la main, Adam. Merci beaucoup pour cette présentation, Delphine, et merci infiniment à Siemens et Schneider Electric d'avoir fait leur retour d'expérience. Je pense que c'est très utile de voir concrètement comment ça se passe sur un site et qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'effacement. Alors, je laisse la main à Jean-Benoît Lafont de l'IFPEB pour une présentation en quelques mots du concours CubeFlex pour cette dernière présentation, et on aura quelques questions pour terminer ce webinaire tout à l'heure. Jean-Benoît, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Adam. Je pense que vous m'entendez très bien et que vous voyez ma présentation. Parfaitement. Parfait. Merci Delphine aussi pour cette transition. Écoutez, c'est vrai que l'IFPEB, Institut français pour la performance du bâtiment, est depuis les débuts avec le Gimelec, avec la FNCCR, pour pousser aux transformations de marché vis-à-vis de l'effacement électrique notamment. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui est donc, on va dire, une autre façon que de pousser, en plus de GoFlex, auquel on croit dur comme fer. Le challenge CubeFlex, c'est une autre façon que de dynamiser ce marché-là avec des partenaires qui viennent dans un jeu, dans un concours, pour aller faire un maximum d'effacement. On le voit aussi par les témoignages qui ont été faits par Lauriane du côté d'Agrégio ou par les sites du côté de Schneider et Siemens. Il faut passer par ces phases de test et de terrain pour pouvoir maîtriser cet enjeu en complément du GoFlex. Et donc, je vous propose, Adam, il me reste, je pense, 5 minutes. J'ai droit encore à 5 minutes. Je vais aller assez vite. Exactement. Ok. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concours Cube, c'est un concours historique porté par l'IFPEB sur les économies d'énergie. On parlait bien d'énergie à l'époque. Ça fait 6 ans qu'il existe. Et donc, c'est de reprendre les codes de ce concours d'économie d'énergie pour le traduire sur l'effacement. C'est donc en utilisant un effet coup de poing. On a 1 an pour faire un maximum d'économies d'énergie effacées sur les périodes demandées par RTE.
8h, 13h, 18h, 20h. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on a lancé CubeFlex. C'est avec l'appui énorme d'RTE pour pouvoir soulager le réseau sur ces heures de pointe-là. Donc, on a un effet coup de poing très rapidement pour se mettre en ordre de bataille. Un outil qui est assez efficace pour revenir animer par les actions, par les échanges. On a ces groupes d'animation collectif, on a ces retours d'expérience par les partenaires qui ont embarqué dans CubeFlex qui permettent on va dire de diffuser l'information et de savoir quels sont les leviers à mettre en œuvre. Et puis, c'est donc, vous l'avez compris, un programme qui est très fédérateur pour tous les bâtiments. On fait différents podiums, on fait des ligues spécifiques et on est convaincu que faire de la sobriété énergétique, faire de l'effacement, c'est les leviers utilisés dans le domaine du sport. Au début, c'est pas facile, il faut s'entraîner, il faut interagir comme une équipe. Et on est convaincu du coup qu'on peut faire de la sobriété un sport national, d'où un petit peu cette référence sur le championnat de France des économies d'énergie, dont fait partie CubeFlex également. Pour aller un peu dans le détail sur l'enjeu de ce concours, donc oui, vous l'avez entendu lors de ces webinaires, il y a RTE qui effectivement émet un signal EcoWatt. Et donc nous, sur toute la saison de chauffe, on souhaite valoriser les efforts des partenaires sur la sobriété énergétique et l'effacement. On est convaincu que ces deux volets réunis, vous l'avez entendu aussi, il n'y a pas d'effet rebond, les deux s'enrichissent, maîtrise de l'énergie et effacement sur des heures très précises. Et donc, on est convaincu que ça pourra soulager le réseau sur ces heures que vous voyez en vert, là, assurées 8h, 13h, 18h, 20h. Avec là aussi une sorte de modèle de référence qui vient prédire la courbe de charge appelée sur ces créneaux horaires. Et puis, on vient comparer à la mesure, à la consommation réelle appelée sur ces heures-là pour avoir, sous l'air assuré, on va dire les économies effacées. C'est un petit peu le concept de ce concours. On a donc transféré un petit peu on va dire les algorithmes qu'on connaissait sur un pas mensuel, que vous avez tous en tête aussi au niveau de l'énergie, pour venir à une maille beaucoup plus fine. Donc, il y a eu effectivement pas mal de travail pour pouvoir valoriser le consommer moins, le consommer mieux, et de répondre à ce signal EcoWatt lorsque les partenaires le recevront 3 jours avant pour pouvoir préparer. Donc là, c'est schématiquement ce que vous avez pu voir encore mieux par les témoignages d'aujourd'hui, avec parfois un peu de préchauffage pour pouvoir augmenter, si possible, la durée d'effacement au niveau du matin. Voilà un petit peu pour ces leviers à activer. Si j'accélère, je vous parle donc de 3 objectifs dans cette démarche assez inédite au niveau de CubeFlex. Accélérer l'émergence de nouveaux modèles de flex dans le tertiaire, appuyé avec l'outil GoFlex que vous avez entendu parler par Delphine, échanger ensemble sur les meilleures pratiques, identifier les gisements activables. Et là aussi, c'est complémentaire avec ce que vous retrouverez avec la FNCCR vis-à-vis de GoFlex également. Vous retrouvez une mallette d'outils sur les leviers activables. C'est une sorte de kit pédagogique pour pouvoir accélérer, on va dire, l'action et passer à cette action. Le programme d'animation, vous le voyez, on a des premiers de cordée qui sont venus avec nous tout cet automne pour tester la plateforme, pour tester les modèles d'effacement. On n'est pas en train de parler d'un contrôle du réalisé, c'est un modèle qui est différent pour quantifier un petit peu l'effacement sur les heures de pointe encore une fois. Et donc, au 1er janvier, la plateforme sera ouverte à tous, le concours lancé. Donc, venez nombreux, que ce soit collectivité, secteur tertiaire, privé. Là-dessus, il n'y a pas de… Voilà, on s'adresse à tout le secteur tertiaire pour qu'on puisse faire un maximum d'effacement sur ces heures de pointe et soulager le réseau. Et puis, il y aura donc une saison de chauffe qui durera jusqu'à avril, donc un concours qui dure du 1er janvier au 30 avril, puis une remise des prix. Ça fait partie aussi de l'enjeu de ce concours que d'avoir cette approche de valorisant les efforts et le travail qui aboutira par une remise des prix.
On s'adaptera en fonction des spécificités des différents bâtiments. Il y a différents podiums qui sont en train de créer. Et puis là aussi, on aura, on va dire, un bouclier Qflex, un petit peu comme le bouclier de Brennus au niveau sportif, mais c'est de pouvoir valoriser pour un partenaire qui aura mis plusieurs bâtiments dans Qflex la plus grosse contribution en mégawattheure sur les heures de pointe. Donc d'un côté, il y aura des classements qui permettra de valoriser les efforts en fonction des typologies un petit peu de bâtiments avec certains podiums, et un bouclier pour les économies maximales effacées cumulées sur toute la saison, et puis une mention très spéciale pour les journées EcoWatt, orange, rouge, où les partenaires auront mis un boost sur ces efforts-là. On voudra les valoriser spécifiquement, et c'est donc l'occasion de cette mention spéciale. Je termine juste, Adam, sur le témoignage. Dans les premiers de cordée, on en a un qui, effectivement, sur le campus de Bordeaux. Donc, ils sont très moteurs vis-à-vis des enjeux d'effacement. C'est un bâtiment qui a beaucoup d'usages électriques, le bâtiment d'ontologie, où il y a des compresseurs d'air, etc. Donc, il était extrêmement intéressant pour l'Université de Bordeaux que de nous mettre à disposition de faire les tests. Et donc, on a fait des tests en anticipation de phase avant la saison de chauffe, au 20 octobre. Donc, c'est décorrélé des gains et des effacements qu'on peut faire sur le chauffage. Donc, c'est sur tous les autres usages. Et l'Université de Bordeaux a pu, et je la remercie, j'en profite, a pu, en désactivant notamment les compresseurs d'air, mais il y a plein d'autres leviers qui ont été mis en place sur les centrales de traitement d'air, sur l'éclairage et sur les pompes, venir faire un bon tiers d'économie d'énergie effacée sur ces heures de pointe que vous voyez en vert. Pour le réseau ELEC. Donc, c'est un très bon résultat. Il aurait été amplifié, bien sûr, en pleine saison de chauffe. Et les premiers retours, là aussi, pour appuyer ce qui est dit vis-à-vis de Siemens, Schneider Electric, qui eux aussi sont vraiment des premiers de cordée avec on va dire des bâtiments performants. Là, on avait dans nos premiers retours sur des bâtiments, on va dire, du parc tertiaire, pas forcément des bâtiments neufs, on avait des retours entre 30 et 45% d'économie d'énergie sur cette journée-là du 20 octobre. Encore une fois, sans le gisement énorme du chauffage. Donc, on est un petit peu dans ces mêmes lignées que ce qui a été présenté auparavant. Voilà, Adam, je me permets du coup de rendre la main et puis peut-être de répondre là aussi à quelques questions qui auraient pu arriver sur la fenêtre de chat. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Comme vous voyez, Qflex et GoFlex, ce sont deux initiatives qui avancent en parallèle pour booster l'effacement dans le tertiaire à la fois public et privé. Et donc, j'ouvre très largement la parole à toute personne qui veut poser des questions sur n'importe laquelle des présentations ou des questions transversales. La parole est ouverte. Je vois une première question dans le chat de Laurent Guézenec sur des solutions techniques d'effacement pour les bâtiments tertiaires. Donc, avez-vous des contacts des REX? Donc, moi, je peux vous en donner dans le tertiaire public de syndicats d'énergie plus avancés, mais s'il y a d'autres intervenants qui souhaitent partager des choses, n'hésitez pas. Et donc, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à la poser directement en ouvrant votre micro, comme ça, on ira plus vite. Alors, on parle dans la question, Adam, beaucoup de stockage par batterie pendant les heures creuses. Donc, effectivement, je ne sais pas si du côté du Gimelec ou de certains partenaires Siemens, Schneider, vous souhaitez intervenir associé au stockage de batterie. En tout cas, dans le concours Qflex, c'est encore un sujet qui n'a pas été abordé. On va dire que nos partenaires n'ont pas n'ont pas eu le besoin que d'aller envisager ce type de solution pour aller faire de l'effacement. Voilà ce que je peux dire sur Qflex. On pourra, Delphine du Gimelec, on pourra en effet, vous pouvez peut-être nous contacter pour parler du stockage par batterie. On peut avoir quelques expériences et contacts pour échanger. Peut-être pas là en ligne, mais n'hésitez pas, Adam, tu pourras donner notre contact. Tout à fait, ouais, je partagerai le contact. Alors,
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être en particulier sur les retours d'expérience qui ont été proposés, comme c'est peut-être plus directement ce qui peut intéresser certaines personnes qui pourraient vouloir se lancer dans une démarche d'effacement? Bon, je laisse encore 1 minute et si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Mais si vous avez des questions, c'était le moment. Bonjour, Grégoire Tonnier au Radezeux. Je souhaitais juste savoir si le guide est déjà disponible et téléchargeable. Le guide qui a été mis en place par Acté, FNCCR, IFPEB sur l'évaluation des gisements de flexibilité d'un bâtiment tertiaire. Tout à fait. Ouais. On va vous envoyer ce guide-ci qui a été élaboré avec l'IFPEB et qui est déjà disponible et téléchargeable. Et on va vous envoyer en parallèle un deuxième guide qui, lui, est en train d'être finalisé, qui est plus généralement sur l'effacement dans les collectivités et ce que ça peut impliquer. Donc, le premier, on vous l'envoie dès maintenant et le second, il va être disponible très prochainement. Merci. Et deuxième question par rapport à la slide qui a été présentée sur FACT, où il y avait 2 cas de figure identifiés pour la flexibilité des collectivités. Une sur la seconde, avec une collectivité avec plusieurs bâtiments et une puissance importante. La remarque avait été faite que ça correspondait bien aux offres des opérateurs agrégateurs ou autres. Et sur le premier cas, sur une collectivité qui possédait un bâtiment de faible puissance chauffé électriquement, il n'y avait pas forcément de questions là-dessus. Donc, est-ce qu'il faut qu'on attende la mise en place de GoFlex pour estimer son capacité d'effacement et savoir s'il y a un opérateur qui est intéressé, ou est-ce qu'on peut déjà avoir des éléments de réponse sur le potentiel intérêt économique dans ce cas de figure? Oui, tout à fait. Bah, donc, c'est une question à laquelle moi, je peux tenter des réponses en tant qu'acté et dans le cadre de notre travail sur le programme FACT. Après, les personnes les plus qualifiées, évidemment, pour répondre à cette question sont plutôt les opérateurs et agrégateurs d'effacement qui vont tous pouvoir proposer des offres différentes sur la valorisation de capacité d'effacement dans le tertiaire. Et les offres sont en train d'être développées puisque le marché est relativement nouveau, mais il se développe très rapidement. Euh, sur le premier cas d'école, entre guillemets, qu'on évoquait, donc un petit tertiaire qui se rapprochait presque d'un résidentiel, on pensait plutôt à des offres type ce que propose par exemple l'opérateur Voltalis sur l'installation de boîtiers avec un modèle économique où l'installation est gratuite et prise en charge, mais il n'y a pas de rémunération derrière. Et la seule rémunération que peut en tirer la collectivité ou la personne qui fait installer le boîtier est plutôt les économies d'énergie et donc de factures qui peuvent être réalisées derrière. Sur le deuxième cas, donc sur les offres qui se rapprochent plus des offres d'effacement fixes annuelles où on rend disponible ces capacités d'effacement, bah peut-être qu'Agrégio pourra rajouter des choses là-dessus. Nous, les retours qu'on a eus de différents opérateurs et agrégateurs avec lesquels on a pu discuter, c'est que des capacités intéressantes se situaient déjà à des seuils de plusieurs centaines de kilowatts. Et donc, tout le but du programme FACT, ça va être de pouvoir agréger différents bâtiments entre eux pour atteindre ce type de seuil de puissance et atteindre du coup des rémunérations intéressantes là-dessus. Après, du point de vue de la rémunération, c'est plus difficile de répondre pour ma part parce qu'elle va dépendre des offres de chaque opérateur. Et donc là-dessus, en fait, c'est aussi tout le but évidemment de la plateforme GoFlex de pouvoir mettre en relation et d'avoir une lisibilité plus claire pour les collectivités des rémunérations qu'elles peuvent obtenir de différents opérateurs et agrégateurs. Et pardon, je ne veux pas monopoliser. Dernier point sur cette mise en relation, est-ce qu'on est plutôt, tel que je l'ai compris, c'est plutôt les maîtres d'ouvrage qui réalisent les estimations et qui donnent de la visibilité à leur potentiel, mais une fois que ça s'est fait, cette première étape, est-ce que eux peuvent avoir une visibilité sur l'ensemble des offres disponibles à date, comme ça peut exister sur des comparateurs, je vais dire de billets d'avion, etc. Ou est-ce que ils doivent entre guillemets attendre que des opérateurs privés qui sont sur la plateforme viennent les chercher s'ils sont intéressés par leur projet?
Oui, mais c'est très intéressant comme remarque. En fait, nous notre but, c'est avec cette plateforme, en fait, c'est de faire de la publicité, de la mise en relation dans les deux sens. Donc, côté collectivité ou côté propriétaire de sites tertiaires plus largement, puisque bien sûr, on englobe le tertiaire privé aussi. Il y aura cet aspect, entre guillemets, publicité d'un site. Donc, vous montrez les capacités que vous avez évaluées, notamment grâce au financement EFACT si vous postulez. Et de l'autre côté, nous, notre but, c'est aussi de faire connaître les offres existantes à date pour que vous puissiez vous faire un avis et trouver des offres pertinentes pour vous. Donc, le but, c'est qu'il y ait cette mise en relation dans les deux sens. Et après, on est en train de travailler actuellement sur la partie, on va dire, plus technique de comment est-ce qu'on fait exactement la publicité dans les deux sens. Mais c'est une idée tout à fait intéressante d'avoir cette forme de comparateur. Oui, Adam, si je peux me permettre, et puis peut-être que Delphine faudra aussi compléter. On est complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. On sait que les agrégateurs, Agrégio, Equinov, Voltalis, poussent fortement pour qu'effectivement la plateforme puisse aboutir, pour favoriser un petit peu ces pools de bâtiments pour aller maximiser l'effacement. Et on va travailler avec eux du coup sur les besoins aussi qu'ils peuvent avoir, et avec certains d'entre vous, pour, on va dire, finaliser un petit peu les interfaces. Donc, toutes ces remontées d'informations, tous ces besoins seront très importants pour pouvoir, on va dire, favoriser l'échange entre les agrégateurs et les collectivités qui auront un gisement à effacer. Très bien, merci Donc, beaucoup. tout ça reste à préciser, à affiner ensemble pour l'hiver prochain. Quand je dis hiver prochain, cet hiver. Enfin, voilà, quand je dis hiver prochain, c'est bien sûr dès janvier. Voilà. Pour cet hiver et le prochain, en tout cas. Et le prochain. Bon, malheureusement, il est midi, donc je vais être obligé de clôturer ce webinaire et de conclure rapidement. Pour les personnes qui souhaitaient encore poser des questions, je vois notamment deux mains levées. Je peux vous proposer de me les envoyer par mail éventuellement, et je peux ensuite les transmettre aux différents intervenants et vous mettre en relation si vous souhaitez en discuter un peu plus après ce webinaire. Donc, pour conclure, je pense qu'on a eu un panel de présentation qui permet de comprendre différents aspects du développement de l'effacement, notamment dans le secteur tertiaire, donc à la fois sur le court et sur le long terme, et aussi à la fois sur le secteur privé et le secteur public qui travaillent en ce moment ensemble en fait, au développement de l'effacement, avec des nouveaux projets comme la plateforme GoFlex, le concours CubeFlex, qui permettent de booster ses capacités d'effacement. Donc, on voit que les choses sont faisables, on a des retours d'expérience qui permettent de le montrer, et maintenant, il suffit de passer à l'action pour toutes les personnes intéressées pour se lancer dans une démarche d'effacement. Et donc, j'en profite pour rappeler que côté collectivité, toutes les collectivités qui souhaitent se lancer dans la démarche sont invitées à se joindre à nous le 13 décembre pour le lancement de la AP EFACT. Donc, je remercie vraiment tous les participants. Je pense qu'ils ont tous apporté des retours d'expérience et des perspectives passionnantes sur les différents aspects de l'effacement électrique, notamment dans le tertiaire public et privé. Je remercie aussi très chaleureusement la T2E Île-de-France qui a co-organisé avec nous ce webinaire sur l'effacement. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci beaucoup.